Je vais essayer de me livrer à cette mission impossible qui consiste à essayer de faire le tour du monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous allons devoir vivre et de tous les problèmes que ça soulève en très exactement 1 h 15 chrono. Donc comme d'habitude, j'y arriverai pas. Donc comme d'habitude, je vais essayer de faire des choix et comme d'habitude, je vais faire un très mauvais choix qui va consister à considérer que je m'adresse à une population de gens qui ont des bases scientifiques. Donc je vais aller aussi vite que possible sur toutes les notions scientifiques et quantitatives que j'aborderai aujourd'hui. Voilà, ça va faire un peu gavage des oies, mais c'est probablement on va dire le moins mauvais arbitrage avec les gens qui sont dans cette salle, dont je soupçonne au surplus qu'une partie connaît déjà la chanson par cœur, ou en tout cas une bonne partie des refrains. Donc je vais vous parler de ce que j'appelle la contrainte carbone, que je vais tenter d'expliciter. Et je vais essayer de resituer ça dans le cadre du fonctionnement du monde qui nous entoure. Et je vais donc commencer par vous faire un cours d'économie. Mais je vais vous faire un cours d'économie à ma sauce, c'est-à-dire qu'au lieu de vous parler d'économie avec les notions dont vous entendez classiquement parler dans le journal, je vais commencer par vous parler d'économie avec des notions purement physiques. Au moment où les hommes et les femmes arrivent sur la planète, on trouve sur cette dernière des stocks divers et variés, des arbres, des poissons, un océan, des montagnes, etc., que je vais ranger dans deux catégories. Une première catégorie concerne tout ce qui est non renouvelable à l'échelle d'une vie humaine, par exemple des silex. Si vous utilisez des silex, il y en a une certaine quantité, donc ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais enfin, dès que vous les utilisez pour faire autre chose, vous utilisez une petite partie d'un stock qui ne se renouvelle pas. C'est vrai pour tous les minerais métalliques, c'est vrai pour les hydrocarbures, aux échelles de temps dont on parle, il faut quelques dizaines à centaines de millions d'années pour faire des hydrocarbures. C'est vrai pour l'océan. Il faut un certain temps pour faire un océan, on va dire quelques centaines de millions d'années. Donc si celui qu'on a ne nous plaît plus, on n'en a pas d'autre au magasin. Donc vous avez un certain nombre de stocks non renouvelables qui sont à notre disposition. Et puis vous avez également des stocks qui se renouvellent aux échelles de temps qui nous intéressent, comme par exemple des arbres, comme par exemple des animaux, etc. Par exemple des poissons. Les poissons, si on pioche dedans de manière modérée, le stock se renouvelle au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc on a des stocks au début de notre histoire économique. Arrivent les hommes qui vont utiliser leur force de travail, ce que dans l'économie que vous avez appris à l'école on appelle W, qui vont utiliser une partie de ces stocks qu'on appelle de l'énergie, et on va en parler abondamment derrière, et qui vont faire des produits manufacturés parfaitement futiles au début, des harpons, des arcs, des flèches, etc. Essentiels ensuite, des machines à café, et puis des tas de trucs complètement futiles aussi, des maisons, des voitures, des avions, etc. Donc les hommes prennent leur travail pour faire ça. Alors en fait, les hommes se rendent compte que faire ce genre de truc, c'est intéressant, et ils vont stocker une partie de leur production passée pour augmenter la production future. Et ça, c'est un truc qui s'appelle du capital, c'est-à-dire c'est un bien qui sert à augmenter la production future et dont l'usage va s'étaler dans le temps, et ce n'est pas quelque chose qui se détruit au fur et à mesure qu'on s'en sert. Enfin, ça se détruit, mais à toute petite vitesse. Les hommes trouvent que cela est bel et bon, donc, et puis en plus ils croissent et se multiplient, donc ils vont fournir de plus en plus de travail, consommer de plus en plus d'énergie, la leur au début, puis de l'énergie extracorporelle ensuite, pour faire de plus en plus de trucs essentiels comme des machines à café et plus futiles, etc. Alors, dès qu'ils commencent à taper dans les stocks non renouvelables pour faire ça, le niveau des stocks baisse. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand il s'agit du stock de silex, ce n'est pas très grave. Quand il s'agit du stock de bauxite, c'est encore pas monstrueux. Par contre, il y a un certain nombre de stocks, et on va en parler plus tard, qui sont des stocks dans lesquels la baisse est aujourd'hui tellement perceptible que ça handicape à l'évidence la poursuite des tendances pendant encore longtemps. Et puis, cette activité frénétique va, au bout d'un moment, également commencer à faire baisser le niveau des stocks qui se seraient renouvelés si on n'avait pas pioché trop violemment dedans. Ça vaut par exemple pour le stock forestier. Le stock forestier en Europe a diminué depuis l'an 1000. La couverture forestière est passée de 80% à 15%. Le stock de poissons a été divisé par 10 dans l'Atlantique Nord. Donc un certain nombre de ressources renouvelables voient leur stock diminuer parce que le flux sortant est supérieur au flux entrant. En faisant cette activité de plus en plus débridée, on va également avoir un truc qui s'appelle la pollution et qui est en fait un vaste fourre-tout dans lequel on range sommairement tout ce qui nous emmerde. Donc tout ce qu'on n'aime pas, c'est de la pollution. Le bruit, la congestion, les polluants locaux, l'effet de serre, les déchets radioactifs, tout ce que vous voulez, ça s'appelle la pollution, c'est ce qui nous emmerde. Alors cette pollution, en fait,
a également des effets sur l'environnement, et si vous en avez trop, c'est-à-dire si vous perturbez trop l'environnement, ça va également vous entamer vos stocks. Je vous parlais tout à l'heure de l'océan unique que nous avons. Ben, si on le rend trop acide ou trop pollué ou trop riche en ceci, cela, et qu'il devient impropre à soutenir la vie marine, eh bien on a fichu en l'air notre stock, et puis on n'en a pas un autre qu'on peut aller chercher au magasin. Donc vous voyez, ça, c'est l'activité économique des hommes. L'activité économique des hommes est une activité dans laquelle on transforme des ressources naturelles pour en faire autre chose. Il n'existe pas une activité économique qui consiste à faire autre chose que de transformer des ressources naturelles. Vos habits sont des ressources naturelles transformées, vos lunettes sont des ressources naturelles transformées, ça c'est des ressources naturelles transformées, le bâtiment dans lequel nous sommes sont des ressources naturelles transformées, les voitures en pagaille sur le parking sont des ressources naturelles transformées, du reste le parking est une ressource naturelle transformée. Vous êtes dans un univers dans lequel même votre activité à vous n'est pas du tout dématérialisée, j'y reviendrai plus tard, et vous vivez dans un univers dans lequel la totalité de notre activité économique, ça ne consiste que à traduire avec une convention une activité physique réelle qui est de la transformation de ressources naturelles. D'accord ? Ça n'est que ça, notre activité économique. Alors dans cette histoire, qu'est-ce que les économistes ont jugé bon de compter? Ils ont jugé bon de compter le flux annuel qui s'appelle le PIB. Donc le PIB, en gros, c'est la fiche de paye de l'humanité dans l'activité qui consiste à transformer des ressources naturelles en autre chose. C'est ça le PIB. Hein, pour ceux d'entre vous qui se souviennent un peu de leur vieille notion de macroéconomie, le PIB, c'est la rémunération du travail et des rentes aux acteurs humains. Donc il n'y a que des acteurs humains dans cette affaire. Lorsque vous passez de ressources dont personne n'a payé le coût de constitution ou de reconstitution, vers des produits transformés. Donc quand vous achetez un poisson à l'étalage d'un supermarché, ce n'est pas le poisson que vous payez. Le poisson, il est apparu tout seul dans l'océan sans que personne ne paye rien. Ce que vous payez, c'est tout le travail humain qui a permis de faire le bateau qui est allé sur l'océan, le pêcheur qui a conduit le bateau, le camionneur qui a transporté le poisson, la personne, enfin exactement l'usine qui a construit le camion, les gens qui ont extrait les hydrocarbures pour permettre de construire le bateau, le camion et faire avancer tout ce beau monde, etc. C'est juste ça que vous payez. Hein. Et vous payez évidemment des rentes aux propriétaires du moment, des ressources minières que personne, absolument personne, pour lesquelles personne n'a fait quoi que ce soit pour les constituer. Hein. Donc le PIB, c'est une fiche de paye et en plus c'est un flux annuel. Alors vous voyez qu'à partir du moment où on matérialise juste le flux annuel, il est évident que plus le flux augmente et plus les stocks baissent vite. Et donc le PIB, dans un monde dans lequel nous approchons des limites physiques, a cette caractéristique très particulière qu'avaient soulevé déjà les travaux de l'équipe Meadows dans ce qu'on appelle classiquement le rapport du Club de Rome, qui était que tant qu'on cherche à avoir la croissance perpétuelle du PIB, ben, plus vite on va à la faillite. Et c'est très exactement ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, avec, comme je vais essayer de vous le montrer, l'avenir qui ne sera pas la répétition du passé, pas plus qu'en ce qui concerne votre propre corps, en général, l'avenir n'est la répétition du passé. Hein, ce n'est pas en observant ce qui se passe entre 0 et 20 ans chez un être humain que vous extrapolez raisonnablement ce qui va se passer entre 50 et 70. Et c'est parfaitement dommage, je suis bien d'accord avec vous. Donc, Donc c'est ça qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'on a un indicateur macroéconomique aujourd'hui qui est totalement imparfait. Alors pourquoi est-ce que ce truc-là a été mis au point? Parce qu'à l'époque où on a commencé l'économie classique, il y a à peu près 2 siècles, les hommes étaient, comme je vais vous le montrer un peu plus tard, considérablement moins nombreux qu'aujourd'hui. Le stock était, comparé aux hommes, immense. Alors si le stock est infini en première approximation, vous n'allez pas vous emmerder à passer des delta stocks qui sont nuls. Hein. Donc on a considéré que ce qu'il fallait prendre en compte, c'était le goulet d'étranglement du moment, c'est-à-dire le nombre de paires de bras disponibles et le capital humain disponible, et on a oublié le reste. Les ordres de grandeur ont changé d'un facteur 10, d'un facteur 100, d'un facteur 1000, et on a gardé la même approximation au premier ordre. Voilà, si vous faisiez ça dans votre labo, vous vous feriez vertement vilipender. Et là, les économistes font la même chose dans leurs formules et personne ne trouve rien à redire. Enfin si, un certain nombre de gens comme moi, mais en gros, on continue à utiliser cet indicateur qui est grossièrement faux et qui ne mesure absolument pas l'état de l'humanité. Ce qu'il aurait fallu faire dans cette histoire, c'est compter en positif le capital manufacturier ou le stock artificiel créé, compter également en positif les acquis sociaux créés à cette occasion, donc le capital social, le capital culturel, enfin, tout ce qu'on crée à cette occasion, le mettez en positif, sauf qu'il ne faut pas oublier de compter en négatif ce qu'on a consommé pour ça. Et le jour où la valeur marginale de la dernière voiture construite est inférieure à la valeur marginale du dernier morceau de stock qu'on a utilisé pour construire la voiture et faire avancer la voiture, fin de la construction des voitures. Et on vit happily ever after avec le nombre de voitures existants. C'est ça qu'il aurait fallu faire dans un monde dans lequel on aurait correctement compté l'état patrimonial de l'humanité et de la planète sur laquelle elle vit.
Donc le truc qu'on est en train de faire, là, de compter juste le PIB, c'est juste un machin qui va nous permettre de faire faillite plus vite. Je vais vous prendre un exemple qui va vous parler. Imaginons que j'ai hérité, ce qui n'est pas le cas évidemment, d'une considérable fortune de mes parents et que je décide d'aller jouer au casino. Eh bien, le PIB mesure ce que je dépense au casino tous les ans. Voilà. Donc vous comprenez assez facilement que plus mon PIB croît et plus vite je vais à ma ruine. Donc c'est, voilà, alors là, vous le comprenez, c'est exactement pareil. Ce qu'on est en train de faire au niveau macro. Exactement pareil. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du Club de Rome. Probablement qu'un certain nombre de gens... Tiens, qui en a entendu parler du Club de Rome dans cette salle? Vous êtes très sur... Enfin, là, vous êtes plus pas représentatif, voilà. J'ai posé la même question à mes étudiants des mines il y a 3 semaines, et il y a 2 mains qui se sont levées sur 60. Pour vous dire. Non, mais c'est... Voilà, donc ça marque une époque. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit, le Club de Rome? Ils avaient essayé de faire une modélisation dynamique du comportement de l'humanité avec un certain nombre de variables grossières qui étaient censées représenter ce qui se passait. Donc, leurs variables grossières, c'était par exemple la population, les ressources naturelles dans lesquelles ils avaient agrégé le minerai de mercure et les hydrocarbures. Donc, on peut dire que c'est un tout petit peu simpliste. Mais enfin, donc, vous allez voir que si on prend juste la contrainte carbone, ça marche assez bien. Donc, les ressources naturelles, la population, la nourriture disponible, la production industrielle disponible et le niveau de pollution. On part de 1900, et ma foi, de 1900 jusqu'à la date à laquelle ce rapport a été écrit, il ne fallait pas être grand clair pour constater que tout avait cru, tant la population que la production industrielle, que la nourriture, etc. On a entamé, c'est à peine perceptible, les ressources naturelles, et on a monté, c'est à peine perceptible, le niveau de pollution. Est-ce que ces braves gens ont dit en 1972, date du rapport, que le monde allait s'écrouler en 2000? Eh bien, jugez-en par vous-même. Voilà ce qu'ils avaient dit, voilà la trajectoire qu'ils voyaient pour le monde en scénario business as usual. Scénario business as usual, ils voyaient la population augmenter, la nourriture augmenter, la production industrielle augmenter plus vite que la population, ce qui signifie que la production par tête augmente, donc votre pouvoir d'achat augmente. Voilà, vous avez dit que ça arriverait. Et les ressources, elles ont un peu baissé, mais ce n'est pas encore dramatique, et la pollution a monté, mais ce n'est pas encore dramatique. Non, l'épisode rigolo est pour plus tard. Ce qu'avait dit en fait cette brave équipe, c'est que quel que soit l'optimisme qu'on prenne sur les conditions initiales du système, et le niveau de ressources, etc., le niveau de recyclage, la croissance perpétuelle est un truc qui s'effondre dans le courant du XXIe siècle. Voilà, c'est ça qu'ils avaient dit, ces braves gens, c'est-à-dire que la croissance perpétuelle du PIB est un truc qui ne sera pas perpétuel du tout, et que ça s'arrête avant que vous soyez morts pour une bonne partie des gens dans cette salle. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Ça va être tout l'enjeu de notre discussion. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui jouait un rôle absolument central dans l'économie, qui était l'énergie, puisque l'économie ne consiste qu'à transformer des ressources naturelles en d'autres choses. Ça tombe bien, l'énergie intervient dès qu'on transforme quelque chose en quelque chose d'autre. Vous modifiez une température, vous modifiez une vitesse, vous modifiez une forme, vous modifiez une composition chimique, vous déplacez un corps dans un champ de potentiel avec lequel il interagit, vous modifiez une composition atomique, et c'est évidemment ce qui est le plus intéressant pour moi, vous faites interagir un corps avec du rayonnement. Là-dedans, à chaque fois, vous avez de l'énergie qui est intervenue. Et en fait, c'est juste rappeler que l'énergie est par définition l'unité de compte de la transformation du monde qui nous entoure. Il n'y a pas de transformation qui puisse prendre place sans que de l'énergie intervienne dans cette affaire. Donc dire que les gens consomment de plus en plus d'énergie, ça n'est rien d'autre que de dire que chaque individu pris isolément a une aptitude à transformer son environnement qui va croissant. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez qu'il n'existe pas d'énergie propre ou sale dans l'absolu, puisque c'est juste une affaire de dose. Si grâce à la fusion, on mettait au point l'énergie propre, soi-disant, etc., infinie et gratuite, eh bien j'aurais la possibilité de ratisser la totalité des poissons de l'océan en un seul coup de filet, j'aurais la possibilité d'araser une montagne en un seul clic sur un bouton, etc. Est-ce que c'est un monde dans lequel on a envie de vivre? Bon, on peut se poser la question. Comme l'énergie est révélée à l'occasion d'une transformation, eh bien, chaque transformation a ses avantages et ses inconvénients. Mais il n'existe pas de transformation qui soit neutre, puisque par définition, c'est une transformation. Donc chaque transformation a ses avantages et ses inconvénients, chaque source d'énergie présente ses avantages et ses inconvénients. On va voir qu'en ce qui concerne un certain nombre de sources, on a des contraintes qui sont exogènes, c'est-à-dire qu'on peut trépigner par terre, crier pouvoir d'achat, etc. On a des contraintes exogènes, il va falloir qu'on fasse avec.
Et en gros, disserter sur l'avenir énergétique, c'est faire de l'optimisation sous contrainte, c'est-à-dire voir quels sont les degrés de liberté qui restent accessibles et ceux qui deviennent interdits dans le monde que nous allons connaître à l'avenir. Et bien évidemment, vous allez voir que dans cette histoire, il n'est question que de chiffres, et donc je vais vous assommer avec des chiffres. Alors le premier chiffre avec lequel je vais vous assommer, c'est celui-là, ou exactement la première batterie de chiffres. Ce graphique représente l'évolution de la consommation d'énergie par personne à la surface de la planète, donc c'est une moyenne mondiale, depuis 1880. Alors là-dedans, vous n'avez pas le bois, c'est la seule énergie qui ne soit pas représentée là-dessus, et qui, on va dire, rajouterait à peu près ça, et c'est à peu près constant depuis cette époque. Alors le premier constat que vous pouvez faire, c'est que depuis un siècle, la consommation de charbon par individu en moyenne planétaire est constante. Donc le charbon n'a absolument pas disparu de nos misérables vies. L'une des raisons à cela, c'est que le charbon représente à peu près 40% de la production d'électricité mondiale. Le charbon est avant tout une énergie des pays riches. Les plus gros consommateurs de charbon par tête de pipe, c'est les Américains et les Australiens. Ce n'est pas du tout les Chinois. Hein. Le charbon, c'est 50% de l'électricité américaine, c'est 50% de l'électricité allemande, c'est 30% de l'électricité... non, plus que ça même. Ça doit être 50 aussi de l'électricité danoise. C'est un tiers de l'électricité européenne at large. C'est un truc qui est absolument central dans le système électrique des pays développés. Absolument central. Hein. Le pétrole est venu se rajouter là-dessus, le gaz est venu se rajouter là-dessus, etc. Vous voyez qu'à l'échelle des temps historiques, il n'existe pas une forme d'énergie qui en ait cannibalisé une autre, ou alors pas suffisamment pour que ça se voit sur ce graphique. En gros, c'est plutôt une superposition des croissances à laquelle on a eu droit. Vous voyez également que les 30 Glorieuses, que chacun de nos dirigeants aimerait bien reproduire à chaque fois qu'il est élu, ont été marquées par une très forte hausse de la croissance d'énergie par personne. Et vous m'avez déjà compris, à cette heure-ci, on va y revenir un certain nombre de fois. La question est bien évidemment de savoir si on peut avoir une croissance économique forte sans avoir une croissance énergétique forte. Et comme ça, et même le nucléaire, ça tape dans des stocks finis, la probabilité pour qu'on ait une croissance perpétuelle de l'approvisionnement de ce truc-là par personne avec une humanité dont la population est stable est rigoureusement nulle. Donc ça pose la question de savoir comment tout ça va se comporter à l'avenir. Alors vous voyez qu'actuellement, on a à peu près 20 000 kWh par personne et par an en moyenne planétaire. Si vous vous serviez de vos bras et de vos jambes pour avoir la même chose, ou plus exactement si vous aviez des esclaves qui se servaient de leurs bras et de leurs jambes pour avoir la même chose, il faudrait que chacun d'entre vous en ait, alors en France, on est aux alentours de 300. Vous êtes plutôt aux alentours de 100. En France, on est à 50 000 kWh par personne et par an, hors ce qui est contenu dans les importations. Donc, vous voyez qu'on a acquis à travers la consommation d'énergie une puissance de feu, sans mauvais jeu de mots, absolument considérable, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Tous les gens qui se mettent en grève en disant qu'ils n'en ont pas assez ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà, en France, l'équivalent de 100 à 150 domestiques à leur disposition 24 heures sur 24 et 365 jours par an à travers leur consommation d'énergie. Et les raisons de l'insatisfaction sont à aller chercher ailleurs. Je vous renvoie à Tocqueville, qui avait expliqué qu'en démocratie, on serait perpétuellement en train de ronchonner. À mon avis, la raison est beaucoup plus liée à ça, plutôt qu'au niveau de consommation dans l'absolu. Il faut rajouter à ça que le nombre de consommateurs a augmenté un poil. Vous avez ici l'évolution de la démographie sur notre planète depuis que l'homme s'est sédentarisé, donc ici début de l'agriculture. Hein. Au moment, alors vous me pardonnerez ce parisianisme de mauvais aloi, au moment où l'humanité se sédentarise, on a la moitié de la population francilienne qui est répartie sur la Terre entière. Donc la population planétaire, c'est la moitié de la population francilienne actuelle. Au moment où la révolution industrielle ou agricole, l'INSEE n'était pas extrêmement précis à cette époque-là, démarre, on est à peu près un demi-milliard. Et vous voyez qu'en 8 générations, on a multiplié ça par 10. Et là, on a une évolution qui est plus près de l'hyperbole que de l'exponentielle. Hein, c'est allé extrêmement vite. Et c'est allé extrêmement vite au moment où on a commencé à utiliser l'énergie abondante. Ce qui fait qu'un certain nombre de gens aujourd'hui se posent la question de savoir si une énergie beaucoup plus contingentée permettra de continuer à avoir quelques milliards d'hommes sur Terre sans que tout ça ne dégénère en sombre pugilat. Et c'est une vraie question. Si je reviens à ma définition de l'énergie qui est que c'est la pression de l'homme sur l'environnement, voilà comment au premier ordre a évolué la pression de notre espèce sur l'environnement. Elle évolue comme la démographie, elle évolue comme la quantité d'énergie consommée par personne. Donc je compose les deux pour avoir quelque chose qui ressemble peu ou prou à l'évolution de la pression de l'espèce sur l'environnement. Et vous voyez là de manière évidente que les débats qu'on peut avoir aujourd'hui
ne sont pas des débats qui sont liés au fait qu'on a des processus qui ont qualitativement changé. Ce sont des débats qui sont liés au fait que les ordres de grandeur en jeu ont considérablement changé. C'est juste un problème d'ordre de grandeur, cette affaire-là. Hein. Alors, nos esclaves virtuels, aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Eh bien, les voici. Vous avez tous entre 20 et 40 paires de bras qui turbinent en permanence pour vous dans l'agriculture. C'est ce qui a permis de passer la population active de 70% de paysans à 2%, et la productivité d'un paysan ayant été multipliée par 200 au passage. Tout ça, c'est grâce à l'énergie. Donc aujourd'hui, parce que si vous aviez besoin de faire pousser des patates 8 heures par jour, ça serait un peu difficile de faire de la recherche à côté. Ensuite, nous avons tous entre 30 et 60 esclaves à notre disposition en permanence qui s'appellent des transports. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de voitures garées sur le parking ici. Eh bien, la puissance développée par un moteur de voiture, c'est autant de chevaux attelés que vous avez de chevaux sur la documentation commerciale de votre voiture. Donc, si vous avez une C1 ou une C2 à 50 chevaux, eh bien, vous enlevez le moteur, vous remplacez ça par 50 chevaux devant la carrosserie, c'est la même puissance développée, c'est juste pas le même prix. Donc, aujourd'hui, pour 15% de votre budget, c'est-à-dire une somme ridiculement faible, vous avez les moyens de rouler dans un carrosse avec 50 à 100 chevaux attelés devant, c'est-à-dire un truc que absolument personne, je dis bien absolument personne, ne pouvait se payer il y a 2 siècles. Pas une personne sur Terre n'avait un carrosse avec 50 chevaux devant il y a 2 siècles. Pas une. Hein, et aujourd'hui, c'est à la portée de 600 ou 800 millions d'individus. Nous avons tous quelques dizaines d'esclaves mécaniques qui turbinent en permanence dans les usines pour nous et qui font vos vêtements, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, l'ordinateur dont je suis en train de me servir, la table sur laquelle il est posé, les gobelets en plastique qui étaient à l'entrée, merci le café, etc., etc. Tout ça, c'est quelques dizaines, en gros entre 50 et 100, ça dépend de la manière de compter, d'esclaves qui turbinent en permanence pour nous, en permanence. L'énergie fossile a vraisemblablement joué un rôle significatif dans la disparition de l'esclavage sur Terre. C'est assez vraisemblable. Hein. Et évidemment, sans faire de pronostic, ça pose la question de savoir ce qui va se passer quand il va commencer à y avoir de la contingence sur cette énergie. Ça, c'est ce qui a remplacé les vaches, ça s'appelle le chauffage central. Après, vous avez quelques dizaines d'esclaves à votre disposition à travers les usages spécifiques de l'électricité, c'est-à-dire tout ce qui sert à monter et descendre des charges, tout ce qui sert à pomper quelque chose, tout ce qui est, etc. Ça vous garde les aliments au froid, ça vous les cuisine éventuellement, si vous avez un micro-ondes, ça vous lave le linge, ça vous lave la vaisselle, etc. Tout ça, c'est des domestiques liés à la consommation d'énergie, et nous en avons tous quelques dizaines à notre disposition en permanence, 24 heures sur 24. Voilà. Donc aujourd'hui, alors qu'on pense vivre comme des miséreux avec une perte de pouvoir d'achat, etc., nous vivons comme des nababs. Comme des nababs. Hein. Un Français, on ferait hibernatus, là, c'est-à-dire qu'un Français d'il y a 2 siècles qui arriverait dans le monde dans lequel nous vivons et qui nous verrait ronchonner parce qu'on n'en a pas assez, se demanderait sur quelle planète il est arrivé. Vraiment. Parce qu'il y a 2 siècles, les gens vivaient dans une pièce, toute la population était paysanne hein, pour l'essentiel, donc les gens vivaient dans une pièce, pas chauffée, sans éducation pour les gosses, sans vacances. Les gens, vous allez le voir un peu plus tard, faisaient en moyenne 2 km à pied par jour, c'était ça leur déplacement. Ils avaient leur rayon d'action, toute leur vie durant, c'était en général quelques kilomètres et pas plus. Il n'y avait pas la musique, enfin voilà, il faut se rendre compte là où on en est arrivé aujourd'hui. Alors l'une des raisons pour laquelle, et là je vais revenir à l'économie, ça a pu se passer cette affaire, c'est que contrairement à une idée couramment répandue, l'énergie et d'une manière générale, n'importe quel bien manufacturé ne vaut pas de plus en plus cher, mais de moins en moins cher en prix réel. De n'importe quoi, vous prenez absolument n'importe quoi, et je vais vous montrer quelques exemples. Ici, vous avez quelque chose qui va me permettre de démarrer mon raisonnement, qui est le prix déflaté du pétrole depuis qu'on a commencé l'exploitation industrielle du pétrole. Alors vous voyez qu'au début, ça fait quelques zigzags. Et puis, en 1880 environ, hein, le prix se stabilise aux alentours de 20 $ le baril, et même un peu plus bas, pendant un siècle. C'est-à-dire que pendant un siècle où on a fait nos villes, fait nos infrastructures, fait nos métiers, fait nos industries, fait la restructuration agricole, etc., le pétrole reste à un prix constant, pendant que le pouvoir d'achat par personne, en données réelles, augmente comme ça. C'est quel prix, ça? C'est pas celui de la production? Ça, c'est le prix de marché. C'est le prix de marché. Non, le prix à la production, il est beaucoup moins variable que ça. Donc vous avez le prix qui reste à peu près constant, pendant que le pouvoir d'achat en dollars constants également du consommateur, lui, il augmente d'un facteur, on va dire, à peu près 20 depuis 1860. Et si vous prenez l'évolution, c'est aux États-Unis, mais c'est très représentatif des pays occidentaux, si vous prenez l'évolution depuis le début du siècle, on est en gros à un facteur 10. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que le temps qu'il faut travailler pour se payer 1 kWh de n'importe quoi a été en gros divisé par 10 en l'espace d'un siècle.
Et comme dans le même laps de temps, les gens de ma corporation ont fait un boulot efficace, c'est-à-dire que l'efficacité énergétique a été multipliée en gros par un facteur 2 à 3, ça veut dire que le prix réel de mon esclave énergétique dont je parlais tout à l'heure a été divisé par 30 sur le courant du XXe siècle. N'allez pas chercher ailleurs l'augmentation du pouvoir d'achat, vous l'avez là. N'allez pas la chercher ailleurs, elle est là. Hein. On a acquis la possibilité de remuer 30 fois plus de matière en un siècle que ce qu'on faisait en 1900. Donc logement plus grand, logement moins cher, voiture plus grosse, voiture plus accessible, etc., etc. Et vous prenez absolument n'importe quel produit manufacturé, son prix réel s'est cassé la gueule, son prix réel s'est cassé la gueule sur le courant du dernier siècle. N'importe lequel. Alors quelques illustrations. Ici, vous avez la dépense énergétique par passager kilomètre pour faire, selon le mode de transport, pardon. Donc c'est la quantité d'énergie qu'il faut consommer, c'est des grammes équivalent pétrole, je suis désolé, ce n'est pas dans le système international, pour faire 1 km selon le mode de transport. Eh bien, vous constatez que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers la droite. C'est-à-dire qu'avec la baisse du prix réel de l'énergie, se sont démocratisés au fil du temps, d'abord la bicyclette, puis le train, puis l'autobus, puis la voiture et l'avion. Hein, ces usages-là, ce sont des... Or, à chaque fois que vous faites un saut dans la liste que je viens de vous énumérer, eh bien, vous augmentez la quantité d'énergie qu'il faut utiliser pour qu'un passager parcourt 1 km. Il est assez vraisemblable que dans un monde contraint sur l'énergie, on fera une partie du chemin inverse. Autre manifestation liée à la baisse du prix réel de l'énergie, l'augmentation du parc de voitures que vous avez ici. Vous voyez, entre l'année de ma naissance, en gros, et aujourd'hui, eh bien, le parc de voitures a été multiplié par un facteur 4. Le parc mondial, hein, a été multiplié par un facteur 4. Donc, ce n'est pas 5%, hein, c'est un facteur 4. Ici, vous avez quelque chose que moi je trouve assez intéressant, même si c'est un peu difficile à lire, c'est en échelle logarithmique. Hein. C'est le nombre de kilomètres faits en moyenne par personne et par jour selon le mode de transport en France depuis 1800. Alors le truc qui est la référence, c'est la marche que vous avez en blanc. Vous voyez, en 1800, une personne fait en moyenne, tout mode confondu, ça c'est le violet, 3 km par personne et par jour, et en fait c'est essentiellement de la marche à pied. Il faut descendre 3 ordres de grandeur en dessous pour trouver le cheval qui est réservé à une micro-élite qui est capable de se déplacer en carriole. Donc le trajet moyen, domicile-travail, du paysan de l'époque, puisqu'à l'époque tout le monde était paysan, hein, vous allez voir tout à l'heure, 70% des gens étaient paysans, et puis la moitié des gens restants étaient employés de maison, donc c'est pareil, leur trajet domicile-travail n'était pas très long. Eh bien 3 km par personne et par jour, à pied, c'était ça le déplacement moyen des gens. Il faut attendre ici, là, 1952, pour que le déplacement moyen par personne et par jour en voiture dépasse de manière significative la quantité de kilomètres faits par personne et par jour à pied. Voilà. Il y a un certain nombre de gens dans cette salle qui, à mon avis, étaient déjà vivants en 1952. Donc, ils étaient déjà vivants à l'époque où la voiture a supplanté la marche à pied comme mode de transport permettant de faire le plus de kilomètres en moyenne par personne et par jour. Hein. C'est très, très récent. Très, très récent. Les plus jeunes dans cette salle sont nés dans un monde dans lequel on fait ça comme on respire. C'est très récent et vous allez voir après que la probabilité que ça dure très longtemps est une vraie question. Ici, voici encore une autre illustration de l'énergie abondante et à bas prix dont vous bénéficiez dans ces locaux excentrés et accessibles uniquement en voiture. C'est la quantité d'énergie, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au confort thermique et au déplacement quotidien pour un appartement, mais je peux traduire ça pour des locaux d'activité, c'est exactement pareil. Hein, pour un appartement en fonction de sa localisation dans l'Île-de-France, mais ça marche quelle que soit la ville qu'on prend. Eh bien, vous voyez que plus vous allez vers la banlieue lointaine, et plus les émissions liées au chauffage et liées à la mobilité quotidienne sont importantes. Pour le chauffage, c'est normal, vous avez de plus en plus d'habitats individuels, donc la surface en contact avec l'extérieur qui en proportion augmente. Et en ce qui concerne les déplacements quotidiens, vous êtes dans des tissus de plus en plus lâches. Donc si vous voulez conserver la fonction d'échange, qui est la fonction urbaine, hein, donc les gens se déplacent, eh bien vous avez de plus en plus d'énergie qui est nécessaire pour assurer cette fonction d'échange. Et ce n'est pas un hasard si les villes américaines qui se sont constituées à un moment où l'énergie était déjà abondante et à bas prix, se sont faites avec ce genre de tissu urbain et non pas ce genre de tissu urbain. C'est parce que comme l'énergie valait déjà pas grand-chose, on a fait un truc qui était adapté à une énergie peu chère. Alors évidemment, quand l'énergie va devenir chère, ça pose la question de savoir ce que deviennent les charges de fonctionnement de ce truc-là, et ça pose une question qui, à mon avis, est encore plus emmerdante, qui est de savoir comment vont évoluer les bassins d'emploi, parce que ma théorie, c'est que ça va se contracter. Donc les gens qui sont en deuxième couronne, non seulement ils auront des charges plus élevées, mais ils auront moins de jobs. Et du coup, les engagements de toutes les banques qui leur ont fait des crédits immobiliers iront pas très bien.
Ici, vous avez autre chose. Donc là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, mais j'y reviendrai au moment de la discussion probablement, est à mon avis assez représentatif de ce qui nous attend, mais pour le moment c'est à petite échelle, dans un monde dans lequel on ne prend pas ce genre de contraintes à bras-le-corps. Hein. Explosion du prix de l'énergie, récession économique, et comme le métier des banques c'est de prendre des paris sur l'avenir, le pari ne se matérialise pas et les banques se cassent la gueule. Si on pense que les banques sont la cause du problème actuel, on se trompe. Hein. La cause du problème actuel, c'est l'augmentation de l'endettement, c'est-à-dire leur comportement passé, mais aussi l'augmentation très forte du prix de l'énergie qu'on vient de vivre. Alors je reviens, mais je vous aurai un petit graphique après là-dessus. Donc je reviens à cette affaire-là. Ici, vous avez quelque chose qui bat en brèche une autre idée couramment reçue, qui est que plus vous augmentez la part des services dans l'emploi, et plus votre société est dématérialisée. Eh bien, comme aurait dit un certain personnage célèbre de Queneau, Mon, etc., pas du tout. Ici, vous voyez que quand on augmente la part des services dans l'emploi, on a tendance plutôt à augmenter les émissions de CO2 par personne. Et en tout cas, même si cette corrélation n'est pas parfaite, il y a une chose de sûre, c'est que vous n'avez pas celle-là. Hein. Ben, c'est pareil avec l'énergie. Dans la règle, c'était le CO2. Là, je vous montre l'énergie. Et je vous montre l'énergie sur un ensemble de pays beaucoup plus vaste, puisque vous avez à peu près tous les pays du monde ici. Vous voyez que si on essaye de faire une corrélation, elle est à la hausse. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas à la baisse. Hein. C'est absolument certain que vous n'avez pas une corrélation comme ça dans ce nuage de points. Donc l'idée qu'il suffit d'augmenter la part de l'emploi dans les services pour régler notre problème de CO2 et d'énergie, malheureusement, c'est complètement faux, toutes choses égales par ailleurs. Alors la raison à cela, à mon avis, elle est tout bêtement liée à ce graphique. Ici, vous avez l'évolution depuis 2 siècles de la part de l'emploi dans chaque secteur, agriculture, industrie et services. La part des agriculteurs, c'était 2/3 en 1800, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le français ordinaire en 1800 était un paysan, et le français des services ordinaires, donc le tertiaire à l'époque, c'était pour une personne sur 2 employé de maison. Hein, c'était ça, la moitié des services. Qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie abondante et à bas prix a permis de remplacer les paysans pour en faire des ouvriers, puis a permis de remplacer les ouvriers pour en faire des cols blancs. Est-ce que cette affaire-là vous laisse penser une seule seconde que la tertiarisation est un truc qui est indépendant de l'utilisation de l'énergie? Non. On a juste remplacé les fonctions productives par des machines qui consomment de l'énergie. Et ces machines consomment pas mal d'énergie puisque vous avez aujourd'hui beaucoup plus de biens manufacturés à votre disposition que les gens n'en avaient en 1800. Donc tout le monde confond un ratio sur juste un truc qu'on mesure qui est la part de l'emploi dans les services avec la pression globale de l'homme sur son environnement qui a considérablement augmenté, quel que soit l'indicateur que vous preniez depuis cette époque. Tout simplement parce que les machines ne sont pas dans l'emploi. Voilà. Si on mettait le nombre de machines qui fonctionnent dans la population active, on aurait un diagramme tout à fait différent. Tu vois, s'il faudrait que je fasse ce calcul, ça serait assez rigolo. Et par ailleurs, un autre truc qu'on oublie souvent, c'est qu'un pourcentage, ce n'est pas une valeur absolue. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure pour le charbon. Hein, ce n'est pas parce que le pourcentage du charbon baisse qu'en valeur absolue, la quantité de charbon consommée baisse, elle augmente. Et c'est exactement pareil ici. Ce n'est pas parce qu'en pourcentage, les emplois industriels ont baissé sur les dizaines d'années qui viennent de s'écouler qu'en valeur absolue, on a moins d'emplois industriels aujourd'hui qu'à une époque ancienne. Là, on avait 2 millions d'emplois industriels, là, on en a 6 millions. Pourtant, la part dans l'emploi est à peu près la même. Hein. Donc en valeur absolue, et si vous regardez un indicateur qui pourrait être par exemple le nombre d'ouvriers par hectare de sol en France, eh bien cet indicateur a triplé et il n'est pas du tout descendu. Donc le choix de l'indicateur est évidemment déterminant dans la conclusion qu'on tire. L'énergie abondante et à bas prix a aussi permis de faire ça. Là, vous êtes avant-guerre, vous avez encore à peu près 1/3 de la population active qui est paysanne. Ici, vous êtes aujourd'hui, vous avez 2% de la population active qui est paysanne, et évidemment, à due concurrence, un tas d'emplois qui servaient les paysans sont partis des campagnes également. Vous voyez que l'énergie abondante et à bas prix a structuré un urbanisme bien particulier en vidant les campagnes et en faisant des grandes mégapoles étalées. Ça, c'est viable parce que vous pouvez avoir des très grands bassins d'emploi quand l'énergie vaut cher. Les gens peuvent faire de grandes distances en voiture, ce n'est pas un problème. Et vous pouvez mettre beaucoup de gens dans les activités tertiaires dans les villes pour gérer une production faite par des machines, parce que c'est ça les activités tertiaires, hein, c'est gérer une production faite par des machines, y compris vous. Les moyens d'observation que vous utilisez, c'est des machines. Hein. Donc, on peut gérer des machines en mettant tout le monde en ville dans un monde dans lequel l'énergie ne vaut rien. Donc c'est normal que vous ayez de la concentration urbaine et c'est normal que vous ayez des mégapoles étalées. Quand l'énergie commencera à valoir quelque chose, tout ce modèle d'aménagement du territoire sera remis en question et comme l'aménagement du territoire, ce n'est pas un truc qui se fait en une semaine, il est évident qu'il faut considérablement anticiper ce genre d'évolution si on ne veut pas avoir affaire à des drames sociaux, ce qui sera la manière dont ça se réglera sinon.
Ça a également joué sur notre alimentation, cette affaire-là. Alors là aussi, je vais me permettre d'expliquer que contrairement à ce que disent d'aucuns, l'alimentation n'a jamais coûté aussi peu cher qu'aujourd'hui pour jamais autant de protéines animales. Vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre d'aliments, pour la production d'un kilo d'un certain nombre d'aliments. Et vous voyez qu'en gros, là c'est pareil, le sens de l'histoire, ça a été de nous entraîner vers la droite, grâce à l'augmentation du contenu en hydrocarbures de la nourriture. Et ces émissions violettes, là, c'est également lié à l'énergie, puisque c'est les émissions d'épandage des engrais de synthèse, lesquels sont faits avec du gaz naturel. Donc ça, c'est les émissions de fabrication des engrais que vous avez en bleu. Les émissions d'épandage des engrais sont là, et en jaune, ce que vous avez, c'est la méthanisation des ruminants, ou les émissions de méthane des déjections. Alors vous voyez qu'au début, les gens mangeaient des produits végétaux, puis ils se sont mis à manger des œufs, puis ils se sont mis à faire de la valorisation de déchets, c'est-à-dire à manger des poules, puis ils se sont mis à manger du poulet, puis des poules avec des ailes, hein, je précise, puis ils se sont mis à manger des produits laitiers, puis ils se sont mis à manger les bêtes qui donnaient les produits laitiers elles-mêmes. Hein. Donc le sens de l'histoire, c'est de nous entraîner vers des aliments qui sont de plus en plus riches en gaz à effet de serre et qui nécessitent de plus en plus d'énergie pour être produits. Dans 1 kg de crevettes ou 1 kg de thon tropical, vous avez entre 1 et 3 litres d'hydrocarbures qui sont inclus dans la pêche ou la production de ces trucs-là. Dans 1 kg de bœuf, vous avez 1 litre d'hydrocarbures qui sont inclus à travers l'agriculture céréalière qu'il a fallu faire en amont pour nourrir les bestiaux. Il faut savoir que la moitié des céréales cultivées dans ce pays vont nourrir du bétail. Hein, ce n'est pas fait pour être mangé directement. Donc c'est la mécanisation et l'énergie abondante qui a permis de faire ce genre de choses et qui a permis cette évolution-là, c'est-à-dire de multiplier par 5 la quantité de viande dans la ration quotidienne, avec un prix qui, lui, s'est cassé la gueule. Alors vous voyez ici l'évolution de la part de l'alimentation dans le budget des ménages aux États-Unis, mais en France c'est exactement pareil, depuis 1930, et vous voyez que cette part de l'alimentation, elle est passée en gros d'un quart du budget à 10%. Mais en fait, c'est allé encore plus vite que ça. Parce qu'en 1930, les ménages, dans ce qu'ils achètent 80% de produits bruts, des patates, des carottes, des choux, des œufs, etc. En 2006, c'est 20% les produits bruts dans ce qu'ils achètent. Dans la restauration hors domicile, quand vous allez chez McDo, les produits bruts, c'est 20% du ticket de caisse. Et quand vous allez au supermarché, dès que vous achetez des biscuits, des plats préparés, des yaourts, des ceci, des cela, c'est-à-dire des produits de l'industrie agroalimentaire, c'est pareil, les produits bruts, c'est à peu près 20% de ce que vous allez payer. Et comme l'agroalimentaire, c'est 80% des dépenses d'alimentation des ménages, en gros, aujourd'hui, en première approximation, c'est passé à 20% du total, ce qui veut dire que le prix réel des aliments a été divisé par 10. Ça, c'est encore l'énergie abondante et à bas prix. Donc, attendez-vous à payer la bouffe plus chère, c'est normal. Il n'y a absolument rien d'étonnant là-dedans pour des raisons physiques. Voilà, ce que je suis en train de vous expliquer depuis une demi-heure, c'est qu'on a bâti tout notre équilibre socio-économique actuel sur un truc d'une simplicité biblique, trouver des trucs qui brûlent sous terre, les faire brûler, grâce à ça avoir les moteurs et la chimie, et les moteurs et la chimie nous ont amené la totalité de ce qui vous entoure. Tout autour de vous est moteur et chimie. Et ça, évidemment, ça a également amené le système socio-économique dans lequel nous vivons, l'urbanisme, la structure des métiers, la retraite à 60 ans, enfin elle est un peu en dessous maintenant, mais ça va remonter, ça c'est évident, les études longues qui vont se raccourcir, le divorce qui va diminuer. Alors pourquoi le divorce va diminuer? Parce que quand les gens divorcent, les ex-conjoints augmentent leur consommation d'énergie de 60% instantanément. Il faut construire 2 fois plus de logements, il faut les chauffer, il faut multiplier par 2 tous les objets de la vie courante, le lit, la baignoire, la bouilloire électrique, etc. Donc il faut consommer, regardez où on divorce, dans les pays qui consomment plein d'énergie. C'est dans ces pays-là qu'on divorce. Dans les autres pays, on ne divorce pas. Donc dans un monde contraint en énergie, vous allez avoir une contrainte sur le pouvoir d'achat et ça va contraindre le divorce. Voilà. Donc la totalité du monde dans lequel nous vivons est assis sur un truc qui est tout bête, et qui s'appelle les combustibles fossiles. Alors, tout ça, c'est parfait dans un monde infini. Dans un monde fini, ça pose 2 questions. La première, c'est combien de temps est-ce que je peux creuser à vitesse accélérée sous le sol pour faire sortir en quantité croissante ces fichus combustibles fossiles? Et une deuxième question qui est combien de temps est-ce que je peux mettre le sous-produit de cette combustion dans l'atmosphère avant que la modification des échanges énergétiques entre la surface et l'espace que ça induit ne me perturbe le climat d'une manière telle que je trouverai l'expérience extrêmement saumâtre. Alors, je vais traiter beaucoup plus la première que la deuxième question, parce que, vu l'endroit où je suis, je considère que la deuxième question, vous en savez déjà pas mal, et si c'est faux, tant pis pour vous, il faut faire un choix. Je vais reprendre ce que je vous disais tout à l'heure sur l'énergie, et voilà comment a évolué la quantité d'énergie totale consommée par l'humanité hors bois depuis 1 siècle et demi, donc c'est consommation par personne,
fois nombre de personnes. Tout à l'heure, je vous avais juste montré consommation par personne. Alors vous voyez encore une fois les augmentations qui ont été tellement vite en ce qui concerne la quantité d'énergie consommée. Entre la génération de mes parents et la génération de mes enfants, il y a quasiment un facteur 10 sur la quantité d'énergie qui a été consommée par les hommes. C'est absolument monstrueux. Et vous voyez que 80% de cette énergie est faite de stock. Alors, enfin, tirée de stock. Alors cette énergie-là est ce qu'on appelle l'énergie primaire. C'est celle qu'on trouve dans la nature. Et là, je suis tout petit peu de nomenclature. Dans la nature, vous ne trouvez que ça. Vous trouvez du charbon, vous trouvez du pétrole, vous trouvez du gaz, vous trouvez des noyaux qui veulent bien se casser en deux, et vous trouvez ce qu'on appelle des énergies renouvelables, donc la combustion du bois, l'eau qui tombe, etc., le vent qui souffle. Bon. Vous mettez assez peu de vent qui souffle dans votre voiture et vous utilisez assez peu de charbon brut pour faire tourner une cafetière électrique. Vous, ce que vous allez utiliser, c'est ce qu'on appelle des énergies finales, c'est-à-dire des transformations de ces combustibles pour avoir des trucs qui rentrent dans les machines dont nous nous servons. Alors les machines dont nous nous servons, c'est des chaudières, des voitures, des cafetières électriques, etc. Donc là, on va trouver, pour ceux qui en utilisent encore, du charbon sous une forme utilisable par des poêles. On va trouver les carburants raffinés, fuel, supercarburant, etc., diesel. On va trouver du gaz purifié, parce que là, quand ça sort, il y a des tas de trucs dedans dont vous n'avez pas envie dans les réseaux de transport. Par exemple, le gaz de la mer du Nord, il peut contenir jusqu'à 10% de CO2 quand il sort, et vous n'avez pas envie de mettre le CO2 dans les tuyaux. Vous allez trouver de l'électricité qui n'existe pas dans la nature, sauf à capter les orages. Alors je vous signale qu'il y a une blague, je suis désolé pour nos amis américains, mais il y a une blague qu'on entend souvent, qui est que quand vous faites un sondage aux États-Unis et que vous demandez aux gens d'où vient l'électricité, il faudra le faire en France, hein, pour très franc. D'où vient l'électricité, la moitié des gens vous disent du mur. Bah oui, il y a eu avant le mur, il y a eu ça. Avant le mur, il y a eu ça. Alors en fait, cette énergie finale, vous ne l'utilisez pas juste pour le plaisir de voir un litre d'essence brûler. Vous allez en tirer ce qu'on appelle de l'énergie utile, c'est-à-dire du mouvement. Quand vous mettez un litre d'essence dans une voiture, ce qui vous intéresse vraiment, c'est le mouvement. Quand vous mettez un litre d'essence ou un litre de fuel dans une chaudière, ce qui vous intéresse vraiment, c'est l'élévation de température dans une pièce. Hein. Donc en gros, ce qui va vous intéresser, c'est ce qu'on appelle l'énergie utile. Et à chaque fois que vous franchissez une étape, de primaire à finale et de finale à utile, vous allez perdre en route une partie de l'énergie. L'essentiel de l'énergie perdue de primaire à finale, elle est en faisant ça. Parce que M. Carnot a dit que quand vous commencez par faire de la chaleur pour faire du mouvement, vous allez en perdre un sacré paquet au passage. Or, 85% de l'électricité mondiale est faite en commençant par faire bouillir de l'eau. Qu'il s'agisse des centrales à charbon, à gaz, à fuel ou nucléaire, tout ça, c'est faire bouillir de l'eau. D'une manière différente, mais c'est faire bouillir de l'eau. Et donc, à l'arrivée, vous allez perdre n'importe quoi entre 45 dans les excellents cas de figure et 80% dans les mauvais de la chaleur initiale. Et le nucléaire n'a pas l'apanage des mauvais rendements. Les centrales à charbon dans le monde ont un rendement qui est à peu près celui des centrales nucléaires. Donc, ce n'est pas juste, c'est M. Carnot. Quand vous allez passer de finale à utile, vous allez aussi avoir des pertes. Alors là, elles peuvent être considérables. Si je prends vous et votre organisme qui, même très bien nourri, va rarement dépasser les 100 kg, si je considère que je vous mets dans une voiture d'1,5 tonne pour avancer, l'énergie vraiment utile, c'est celle qui déplace votre corps. L'énergie finale que vous allez utiliser, c'est un peu plus que ça. Hein. Donc, en passant de l'énergie finale à utile, c'est-à-dire le service que ça rend, vous pouvez avoir des niveaux de perte extrêmement importants. Alors, il est important de bien savoir de quel type d'énergie on parle, parce que dans la grande presse, vous voyez tout mélanger, tout et le reste, et évidemment, on n'en tire pas les mêmes conclusions. Alors, je reprends mon histoire en ce qui concerne l'énergie primaire, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, un tiers de l'énergie primaire consommée par la planète, c'est du pétrole, 25% du charbon, 20% du gaz, et vous savez dire le reste. Ce qui veut dire que 80% de cette énergie primaire, elle est faite de combustibles fossiles. Donc je vous ai dit, c'est des résidus de vie ancienne qui sont apparus il y a quelques centaines de millions d'années ou quelques dizaines de millions d'années. On a un stock qui est donné une fois pour toutes. Et par ailleurs, c'est plein de carbone, puisque c'est de la vie ancienne, donc vous le brûlez, ça fait du CO2, il n'y a absolument pas moyen d'y échapper. À partir de ça, on va faire de l'énergie finale. Et l'électricité dans cette énergie finale est faite en utilisant des énergies primaires. Donc l'électricité n'est pas une énergie propre. L'électricité est une énergie qui est une aussi bonne idée que la manière de la faire. C'est une aussi bonne idée que la manière de la faire. Il n'existe pas d'électricité propre. Bullshit. C'est pas vrai. Il n'existe pas d'hydrogène propre. Bullshit. C'est pas vrai. Il existe un hydrogène qui est une aussi bonne idée que la manière de le faire. C'est une énergie finale. Vous n'avez pas de réservoir d'hydrogène dans la nature.
Alors là, un petit souvenir de maths que vous avez sûrement tous en tête. Je prends un stock qui est donné une fois pour toutes. Un très beau théorème qui permet de démontrer ça. Eh bien, vous ne pouvez à l'évidence pas avoir une extraction indéfiniment croissante de ce stock. Vous ne pouvez même pas avoir une extraction indéfiniment constante de ce stock, parce que sinon votre stock est infini. En fait, les maths vous rappellent que dans ce genre de cas de figure, vous êtes à 0 à moins l'infini, en ce qui concerne votre extraction annuelle, c'est très facile à démontrer. Vous serez à 0 à plus l'infini, c'est raisonnablement facile à démontrer, quand le Soleil sera devenu une géante rouge, l'extraction annuelle de pétrole ou de bauxite sur Terre sera devenue nulle. Et entre les deux, vous allez passer par un maximum absolu, c'est-à-dire que vous aurez quelque chose qui va ressembler à ça. Vous vous rappelez de ce théorème qui vous dit que quand vous avez une fonction positive et intégrable et que l'intégrale existe entre moins l'infini et plus l'infini, la valeur moyenne de cette fonction est nulle à moins l'infini, nulle à plus l'infini et passe par un maximum entre les deux. C'est juste une application de ce théorème. Donc vous prenez n'importe quel stock, donné une fois pour toutes, des hydrocarbures ou n'importe quel minerai métallique, vous allez avoir une extraction qui va connaître un maximum et un déclin derrière. N'importe laquelle. Donc quand vous entendez les pétroliers vous dire « oui, peut-être que le pic c'est… » Non. La seule question, c'est quand et comment. Mais le pic est un truc qui est absolument certain. C'est absolument certain. Il y en aura un. Bien évidemment, le débat ne se présente pas de la même manière selon que le pic est pour dans 5 ans et au niveau actuel de production ou pour dans 3 millions d'années à 100 fois le niveau actuel de production. C'est évident que les conséquences qu'on en tire ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, il existe. Alors, on va rapidement voir ce que racontent les gens du secteur sur les énergies fossiles. On va commencer par prendre le pétrole. Et en ce qui concerne le pétrole, les pétroliers aiment bien commencer l'histoire avec un truc qui s'appelle les découvertes, pour l'excellente raison que faire sortir de terre du pétrole qu'on n'a pas découvert est un tantinet difficile. Donc on commence par regarder les découvertes, et en fait cette courbe, elle vous donne une notion, et là malheureusement je n'ai pas le temps d'y passer beaucoup de temps, mais elle vous donne une notion qui est la valeur extractible la plus probable du pétrole découvert l'année N. Donc ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le pétrole récupérable. Ce n'est pas le pétrole en place, celui qui est sous terre, qui est très différent. Et évidemment, c'est l'évaluation du pétrole récupérable qu'on fait au moment où on trace la courbe. Là, vous avez la production qui n'a pas cessé de croître, alors que vous voyez, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre les deux, que pas très loin de l'année de ma naissance, la production s'est mise à décliner. Là, les découvertes se sont mises à décliner, et elles se sont mises à décliner de manière très significative. La tendance, c'est 45 ans de déclin, évidemment, avec des variations. Si on considère qu'on a découvert tout le pétrole existant, et si on considère qu'on a eu d'entrée de jeu la bonne idée du taux d'extraction du pétrole découvert, alors le pic de production, c'est tout de suite à l'instant où je vous parle. En fait, il était même il y a 2 ou 3 ans probablement. Si on considère que en fait, le taux d'extraction va être un peu supérieur à l'avenir à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui, mais l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui intègre déjà les progrès techniques futurs. D'accord ? Donc en fait, ça veut dire qu'on est conservateur dans notre optimisme d'une certaine manière. Et si on intègre des découvertes à venir, mais dont les pétroliers vous disent tous que comme on a fait 10 fois le tour du propriétaire, on ne va pas redécouvrir 25 fois ce qu'on a déjà découvert, voilà. Alors on ne parle pas d'un pic, on parle d'un plateau qui commencerait maintenant, qui a commencé il y a 2 ans, qui commencera dans 3 ans, peu importe, pour reprendre le titre d'un excellent bouquin, c'est maintenant. Donc, vous voyez que donc la question de l'approvisionnement en pétrole est une question qui se pose dès aujourd'hui. Et à partir du moment où on rentre dans un plateau, on se trouve dans une situation dans laquelle, tant que la population continue à croître, le quota disponible par tête décroît. Donc dès le moment où on rentre dans le plateau, on peut se poser la question de savoir ce que va devenir le prix du pétrole, et on a toutes les chances de penser qu'il va se mettre à faire des trucs bizarres. Ça paraît assez logique. Par ailleurs, je vous signale que pour le moment, 60% du pétrole extrait passe les frontières, que le pétrole est un vrai marché mondial. Et dans ce genre de contexte, rien n'est moins sûr que le fait qu'on conservera un marché mondial. Vous aurez peut-être un premier marché régional entre les chars américains et les producteurs irakiens, un deuxième marché régional entre les producteurs russes et les Chinois, qui sont un peu plus nombreux que nous, un troisième marché régional entre l'Arabie Saoudite et je ne sais pas qui, voilà, donc enfin, un quatrième entre le Venezuela et les États-Unis, ça c'est sûr, il existe déjà. Donc vous aurez peut-être une succession de marchés régionaux avec des prix qui cesseront d'être corrélés les uns aux autres. Et peut-être que les Français, quand ils voudront acheter ce qui restera de pétrole aux Norvégiens, ils paieront 3 fois le prix du baril que les Américains paieront aux Vénézuéliens. Vous n'en savez rien, moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que si je suis banquier, ou si je suis administrateur des budgets de l'État, parce que ça vous concerne aussi, tout business plan ou tout plan pour l'avenir qui suppose que cette courbe-là continue à aller vers le haut, je le jette à la poubelle avant même de l'avoir regardé.
Alors je vous signale que d'aller urbaniser le plateau de Saclay pour refaire la bêtise que vous avez faite ici en mettant tout en banlieue avec des bagnoles, est très exactement un plan qui marche bien si on est là, et j'ai beaucoup plus de doutes quant au fait que ça va marcher si on est là. Beaucoup plus de doutes. Et je pense qu'ici, il va se passer des choses aussi. D'une manière générale, dès que vous avez organisé l'avenir dans un monde dans lequel la disponibilité future de l'énergie n'est pas un problème, si elle se met à devenir un problème, comme disait M. de la Palisse, vous allez en avoir un. Alors, qu'est-ce que les pétroliers nous disent dans cette affaire? Je vais vous faire ici le parcours du discours de Total, parce que je trouve que c'est très instructif. En M. Desmarais, pardon, en 2004, donc Desmarais est toujours l'actuel président de Total, mais à l'époque il était président plus DG, il avait un discours que je trouvais d'un jésuitisme consommé, qui consistait à tester l'hypothèse sans trop s'avancer. Donc, ce que disait M. Desmarais à l'époque, c'est moi, je n'ai pas d'idée sur le moment où la production va passer par un pic, sauf qu'il y en avait une quand même, évidemment, et ceux qui en parlent de 2010 à 2030. Et puis alors, il a regardé les réactions du monde ambiant, il a constaté que la presse s'en foutait comme de l'an 40, donc il s'est dit, je peux aller un peu plus loin. Et à ce moment, il s'est mis à dire que le pic allait arriver en 2020, et que ça, enfin avant 2020, pardon, et que la production ne dépasserait jamais 100 millions de barils par jour. Et puis après, arrive Big Moustache, qui dit, moi je pense que, c'est la fougue de la jeunesse, donc il dit, moi je pense que ça sera avant 2015, et que nous n'atteindrons jamais 95 millions de barils par jour. Et puis, bien qu'il ait pris 2 ans, le même devient un peu plus jeune en 2009, et il dit, moi je pense que ça sera avant 2015, mais que ça sera sous 90, il a même dit sous 89 millions de barils par jour, et en 2008, on était à 87. Donc c'est ce que je vous dis, c'est maintenant. Ce qui va se passer à partir de maintenant, le plus vraisemblable, et c'est le pari que fait l'homme qui a fait ce graphique-là, qui est géologue à l'Institut français du pétrole, c'est qu'à partir de maintenant, la production va zigzagouiller autour d'un plateau, évidemment, la production va évoluer en fonction de tas de contraintes qui ne sont pas des contraintes purement géologiques. Alors voilà une autre déclaration intéressante. Il y a un monsieur qui s'appelle Claude Mandil, encore un X-Min, puisque j'ai entendu quelqu'un dire ça tout à l'heure à propos de Desmarais. Avec l'âge, il s'améliore. Monsieur Claude Mandil dirige l'Agence internationale de l'énergie, et puis au moment où il step down, il fait un truc, monsieur Claude Mandil, qui est de publier un rapport qu'il envoie à François Fillon. Alors François Fillon devait être plus intéressé par le circuit de la Sarthe ce jour-là que par le rapport qu'il avait reçu, parce que dans ce rapport, il était écrit ceci. On est en avril 2008, hein, et il est écrit cela. Nous sommes en avril 2008 avec un baril qui est déjà à plus de 100 $. Donc le baril est déjà à plus de 100 $, et Mandil dit on pourrait connaître des excursions de prix très importantes. Donc en fait, ce que ce truc dit en creux, ou en tout cas on peut le comprendre comme ça, c'est que même 100 $ le baril, ce n'est pas du tout un maximum garanti, hein, qu'on pourrait très bien avoir beaucoup plus. Et alors un truc, moi, qui m'interpelle de manière assez significative, voilà la manière dont a évolué le prix du baril depuis juin 2008. Donc c'est monté à des sommets, c'est redescendu à du très bas. On était à 40 $ le baril. Aujourd'hui, c'est remonté à 60 à 70. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le pétrole n'a repris 50% en période de récession comme celle qu'on est en train de connaître actuellement. Jamais. Alors moi, je ne sais pas si c'est un signe. En tout cas, je sais que c'est un point d'interrogation. Il faut vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et M. de Margerie a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas du tout sûr que le pétrole allait rester sage jusqu'à la fin de la récession actuelle, et qu'il était parfaitement possible qu'à cause des contraintes sur la production, on ait de nouveau une explosion sur les prix avant la fin de la récession actuelle, ce qui fait qu'à ce moment, tous les braves gens qui sont en train de s'agiter au gouvernement et ailleurs en disant bientôt la sortie de la crise va nous permettre de... Peut-être que non. Alors, on n'a pas de pétrole, il n'y a qu'à utiliser du gaz. Eh bien, même motif, même punition. Le maximum des découvertes annuelles de gaz, c'était il y a 40 ans, et le maximum de la production annuelle de gaz, c'est dans 10 ans, on va dire plus ou moins 5 ans. Il faut savoir qu'actuellement, l'Europe, en tant que zone géographique, donc je mets la Norvège dedans, produit 30% de son pétrole, et que cette production baisse de 10% par an. Et 40% de son gaz qui va plafonner très bientôt et ensuite descendre. Et quand la production européenne de gaz descendra, on pourra descendre dans la rue pour gueuler contre les augmentations de prix et le fait que M. Poutine est un salaud. On pourra gueuler tant qu'on veut, ça ne créera pas de gaz dans les gisements de la mer du Nord. Hein. Ça n'en créera pas une goutte.
Est-ce qu'il y a un lien entre le prix du pétrole et le prix de l'économie? Vous avez compris que c'était ma thèse, mais ce n'est pas ma thèse parce que j'ai trouvé ça tout seul dans mon coin, c'est ma thèse parce qu'on observe des trucs comme ça. Ici, vous avez, alors ce n'est pas la même année de référence, mais vous avez qu'est-ce que je veux dire, le prix du baril en dollars constants, vous voyez, c'est l'évolution que je vous ai montrée tout à l'heure, et en grisé, vous avez les moments où l'économie mondiale a ralenti et les pays occidentaux ont connu des récessions. Eh bien, vous voyez qu'il n'existe pas un hockey sur le prix du pétrole qui ne soit pas suivi par soit un ralentissement économique, soit une récession franche. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est parfaitement logique puisque le prix du pétrole pilote le prix de toutes les énergies. Le prix de l'énergie, c'est le prix de la transformation. Donc il est normal que si vous avez une hausse forte du prix du pétrole, vous ayez un freinage de la transformation et donc un ralentissement économique, voire une récession. Alors maintenant, vous mettez bout à bout ce truc-là et ce que je vous ai raconté sur le plafonnement de l'offre pétrolière et le fait qu'on a construit un monde qui, en termes de structure de métier, d'urbanisme, etc., je ne vous refais pas la chanson, est totalement dépendant de l'énergie abondante et à bas prix. Et posez-vous la question de savoir ce que devient la stabilité socio-économique dans le monde dans lequel on va vivre pendant les 20 ans qui viennent. Je pense qu'on sous-estime gravement les risques que cette affaire fait peser au-dessus de nos têtes. Autre illustration de la même chose, ici vous avez la mise en perspective du prix du baril aux États-Unis et du taux de chômage l'année qui suit. Alors encore une fois, corrélation ne veut pas dire cause, mais c'est cohérent avec une explication dans laquelle l'énergie fait l'économie, etc. Là, les États-Unis sont autosuffisants en pétrole, là ils commencent à en importer sur les marchés mondiaux de plus en plus, et vous voyez qu'on n'écrit pas exactement la même histoire en ce qui concerne la corrélation de la courbe des deux côtés. Alors, plus de pétrole et plus de gaz, mettons-nous au charbon, même motif, même punition. Le charbon est un stock fini, les fougères du carbonifère ne repousseront pas une deuxième fois. Et donc, le pic charbon, même en tirant sur le charbon tant qu'on peut, c'est une génération à partir de maintenant, une génération et demie. Hein. Donc, il ne faut pas croire que tout ça est un problème pour les générations futures, tout ça est un problème pour les gens qui sont dans cette salle. C'est un problème pour les générations actuelles. C'est absolument pas un problème pour les générations futures. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Hein. C'est un problème pour les générations actuelles. Donc à chaque fois que vous voyez un journaliste employer le terme génération future, s'il vous plaît, engueulez-le. Dites-lui qu'il se met le doigt dans l'œil et qu'il est en train de parler d'une échéance qui est lointaine, alors que l'échéance, je répète, c'est maintenant. Qu'est-ce que ça va donner, le jeu géopolitique de cette affaire, dans un monde contraint sur la partie amont? Vous avez ici un graphique qui vous donne les réserves prouvées, agrégées, de charbon, de gaz et de pétrole dans le monde. Alors le pétrole, normalement vous y arrivez, oil, le gaz est là et le charbon est là. Et surprise, qui est-ce qui a les plus grosses réserves de carbone souterrain dans le monde? C'est notre ami Obama. Et ceci explique cela. C'est à cause de ça que les États-Unis ont toujours été extrêmement réticents à s'engager dans quoi que ce soit en ce qui concerne la Convention climat, et vous verrez qu'ils ne sont pas les seuls. Après, on va trouver l'ami Poutine, qui a la bonne idée d'avoir les premières réserves de gaz de la planète, et qui a un peu de pétrole quand même, pas mal, et qui a les deuxièmes réserves de charbon de la planète. Après, on va trouver nos amis indiens et chinois qui ont les troisième et quatrième réserves de charbon de la planète. Après, on va trouver l'ami Ahmadinejad, qui, en gaz et pétrole agrégé, a les premières réserves du Moyen-Orient, donc vous comprenez qu'on n'a pas très envie d'être méchant avec lui. Ensuite, vous avez l'Arabie Saoudite, qui a les premières réserves de pétrole de la planète, sauf si le Canada, on comptabilise les sables bitumineux du Canada, auquel cas, il joue à peu près dans la même cour que l'Arabie Saoudite. Mais vous voyez qu'en termes de carbone global, ça ne change pas considérablement la donne. Donc ça veut dire que le graphique que je vous ai montré juste avant, hein, ce n'est pas d'augmenter l'air sous une de ces courbes de 5% ou de 3% qui va changer considérablement la forme de la courbe. Hein, ça ne va pas changer grand-chose. Donc je reviens à mon machin, et alors regardons qui s'est intéressé au protocole de Kyoto, ce qui va faire la transition. Deux pays dans le peloton de tête là, ont fait une ratification tardive. La Russie, qui a été le dernier pays du paquet qui a permis l'entrée en vigueur du protocole à le ratifier en 2005. Le protocole date de 1997, donc ils ont quand même pris leur temps, hein, nos amis russes. Et l'Australie, qui l'a ratifié à la faveur de la dernière élection législative qui a changé la majorité au pouvoir. Ça, c'était au début de l'année ou à la fin de l'année dernière. Tous les autres, ils ont dit qu'ils ne feraient rien. Ils ont dit qu'ils ne feraient rien, soit qu'ils aient signé un protocole qu'ils n'ont pas ratifié derrière, cas des États-Unis, soit qu'ils aient ratifié un protocole qui ne comporte aucune contrainte pour eux, cas de l'Inde et de la Chine. D'accord ? Donc tout cela, ils ont dit pour le moment qu'ils ne feraient rien. Donc l'essentiel du carbone restant sous terre
est détenue par des pays qui, pour le moment, ont refusé de prendre le moindre engagement sur la limitation de leurs émissions propres. Alors évidemment, ça concerne quand même les pays qui vont importer ces combustibles et qui vont s'en servir, sauf que le charbon, aujourd'hui, c'est 5% du charbon qui franchit les frontières. Le charbon est une énergie domestique, ce n'est pas une énergie de marché international. Donc ça pose évidemment la question de savoir ce que tous ces braves gens vont faire de leur charbon domestique, qui va être consommé pour l'essentiel de manière domestique. Alors là, ils ont trois options. La première est de dire, pauvres petits Français, champions du camembert et du champagne, on a pitié de vous, parce que dans un climat qui sera celui de l'Algérie, faire du camembert et du champagne, ce sera dur. Donc on va garder notre carbone sous le sol. Payez-nous. Logique. Moi, si j'étais à leur place, c'est ce que je ferais. Payez-nous. Deuxième option, ces braves gens ont des électeurs. Vous allez voir que tous ces braves gens ont des électeurs, sauf la Chine, mais tous les autres ont des électeurs. Donc ils disent... ça ne fait pas beaucoup la Chine sur la population mondiale globale. Ça fait beaucoup en valeur absolue, mais ça fait beaucoup d'électeurs quand même. Donc tous ces braves gens ont des électeurs et les électeurs disent « je veux du carburant pour mettre dans ma bagnole parce que sinon c'est dégueulasse, le monde est injuste ». Et à ce moment, ces gens-là construisent à vitesse accélérée des usines de liquéfaction du charbon. Marche très bien. Les nazis ont fait avancer les chars et les avions avec ça. Marche très bien. Les Sud-Africains ont fait avancer leurs bagnoles avec ça. Marche très bien. Donc ils liquéfient du charbon. Juste assez pour servir leur marché domestique, parce que quand même ces bestioles coûtent quelques milliards de dollars pièce, et qu'on sera en contexte récessif. Donc juste pour servir, et puis les autres, allez vous faire voir. Donc à ce moment, les braves petits Français et les braves petits Européens se retrouvent dans un monde dans lequel on a droit au changement climatique engendré par les émissions des autres, et pas les combustibles fossiles disponibles chez les autres. Voilà, je ne vous fais pas de dessin, je pense que les promesses électorales, dans ce genre de cas de figure, vous pouvez assez largement les oublier. Et le troisième cas de figure est évidemment qu'il liquéfie à tout va pour servir aussi les marchés à l'export, et à ce moment, vous vous retrouvez dans ce contexte-là, où de toute façon, vous êtes dans une impasse à l'échelle d'une génération, et en plus, vous vous prenez une addition climatique sur la figure, qui aura toutes les chances d'être pas très sympathique pour ceux qui auront à la gérer. Alors ce petit tableau permet de faire la transition. Ce petit tableau dit qu'en fonction du moment où on passera le maximum de la consommation d'énergie fossile, donc le maximum des émissions de CO2, modulo la capture et séquestration dont on parlera peut-être tout à l'heure, eh bien le delta de température planétaire que vous aurez à l'arrivée, et toutes ces estimations, comme vous le savez très bien, sont conservatrices parce que l'essentiel des mécanismes de rétroaction amplificateurs sont pour le moment très mal évalués dans les outils de modélisation qui sont disponibles, et malheureusement il y en a plus d'amplificateurs que d'amortisseurs. Ça veut dire qu'en gros, le moment où on va passer le pic des émissions de CO2 est absolument fondamental pour savoir dans quel climat vivront nos enfants et petits-enfants. Donc c'est à notre génération, là tout de suite et maintenant, qu'il incombe la responsabilité, et on a déjà perdu beaucoup de temps, de faire ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas là, mais là, parce que sinon, encore une fois, cette addition-là sera totalement ingérable par les gens qui auront à la gérer, et à ce moment-là, je pense que plutôt que de payer les retraites, ils mettront les vieillards qui auront été responsables de cette affaire en prison. En tout cas, moi j'aurais assez envie à leur place de le faire. Si on veut se limiter à le pic en 2000 ou 2010, ça veut dire qu'on a encore le droit d'envoyer dans l'atmosphère avec un flux décroissant, j'insiste, avec un flux décroissant, la quantité de carbone contenue dans les réserves prouvées de gaz et de pétrole, donc ce n'est même pas la totalité de ce qui est extractible, et c'est tout pas de charbon. C'est un monde sans charbon. Ça veut dire qu'un des enjeux dans cette affaire, donc que faire contre la contrainte carbone, eh bien on a au moins une idée assez claire, c'est se débarrasser le plus vite possible des centrales à charbon sans dispositif de capture et de séquestration. L'électricité coûtera ce qu'elle coûtera, mais c'est le truc à faire à vitesse accélérée. Voilà, donc on va passer à l'aspect aval de cette histoire. Je ne veux pas en entendre un seul me dire vivement 2015, je vous préviens. Et on va retrouver donc ici la perturbation, bon, fonctionnement du système climatique, vous connaissez mieux que moi. Donc je vais juste vous parler de la perturbation du fonctionnement climatique qui est induite par ça, entre autres choses, c'est-à-dire les émissions humaines de CO2. Et vous voyez que les émissions humaines de CO2, comme la consommation d'énergie, croissent quand il y a croissance économique, et quand il y a des petits accidents de parcours, elles s'arrêtent. Du reste, 2009 va être une très bonne année pour les émissions de gaz à effet de serre. Très bonne année. Je prends les paris avec qui veut. 2009 va être une excellente année. Quand vous avez une très grosse récession, ce qui s'est passé dans les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin, vous avez eu une contraction de plusieurs dizaines de pourcents des émissions de CO2. Alors comme ce truc-là ne peut pas grimper jusqu'au ciel, mais va se mettre à baisser à cause de la contrainte sur les combustibles fossiles, je suis en train de vous rappeler une fois de plus que si ce n'est pas nous qui le gérons de manière volontaire, et ça sera très désagréable, c'est des trucs encore pires qui s'en chargeront à notre place. Ce CO2, où est-ce qu'il va? Ça, vous le connaissez probablement. Ce CO2 va dans l'océan qui l'acidifie.
pour un tiers dans les écosystèmes continentaux qui sont susceptibles d'en recracher une partie plus tard, et pour la moitié dans l'atmosphère actuellement. Ce qui veut dire que c'est le seuil de ce qu'on doit faire, l'effort minimum de ce qu'on doit faire, c'est diviser les émissions mondiales de CO2 par 2 ASAP, aussi vite que possible. Et en fait, comme c'est un système dynamique, il faut maintenant même les diviser par 3. Mais je vous montrerai tout à l'heure ce que ça signifie de les diviser par 2. Vous allez comprendre que c'est quand même pas une partie de plaisir. Si je rajoute le méthane et le protoxyde et que je regarde d'où viennent mes émissions, voilà ce que ça donne dans le monde. Alors tout ce qui n'est pas dans l'ellipse, c'est du CO2. Le reste, ce n'est pas du CO2 pour l'essentiel. Et ici, vous allez trouver les centrales à charbon et les raffineries et les centrales à gaz. Rappelez-vous que les centrales à charbon, à elles toutes seules, c'est 20% du CO2 mondial, c'est-à-dire plus que les moyens de transport qui en font 17. Donc les centrales à charbon, le charbon, voici l'ennemi, je le répète. En France, on n'en est pas assez conscient parce qu'on n'a pas d'exploitation charbonnière, parce qu'on n'a pas d'industrie charbonnière, mais le charbon, voici l'ennemi, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Les transports, etc. Alors, ce que vous constatez, c'est que rien de ce que vous faites dans une journée ordinaire n'échappe aux émissions de gaz à effet de serre. Donc j'en reviens à la question posée, que faire face à la contrainte carbone? Il va falloir toucher à tout. Il n'existe pas de solution à ce truc-là qui soit une solution détachable qu'on peut confier à un ingénieur en lui disant « démerde-toi du problème dans ton coin, moi je ne veux pas en entendre parler, je vais rester assis dans mon canapé et que tu me trouves une solution ». C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc ce truc-là ne se règle qu'en touchant à tout. Et si c'est la solution involontaire qui s'applique, de type guerre, récession massive, etc., de toute façon ça touchera à tout. Donc, encore une fois, penser que qui que ce soit dans cette salle serait en dehors de l'effort qu'il va falloir faire pour régler ce problème est un leurre. Moi compris, hein, c'est un leurre. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Je vous rappelle simplement, parce que vous le savez mieux que moi, qu'une simulation climatique commence par un scénario qui est fait sur l'évolution de l'humanité à l'avenir, et donc que vous n'avez pas de résultat qui soit indépendant de l'hypothèse que vous avez mis en entrée. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. La deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est que comme on est sur des processus dans lesquels on a pris la boucle de rétroaction à l'intérieur du système, mais pas le contrôle de cohérence sur l'hypothèse en entrée, toutes les simulations sont faites à l'échelle du siècle, sans qu'on se pose une seule seconde la question de savoir si à un moment ou à un autre, la dérive climatique observée reste compatible ou non avec une humanité de 8, puis 9, puis 10, puis 11 milliards de bonshommes qui se mettent à consommer de plus en plus. Parce que mon sentiment, c'est que si vous changez la température planétaire de 5 degrés en un siècle, vous n'aurez pas 12 milliards de bonshommes à l'arrivée. Vous en aurez beaucoup moins que ça. Alors ça a un effet majeur, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, c'est qu'à partir du moment où toutes les simulations vont jusqu'à l'échéance, ça accrédite l'idée dans le grand public qu'il ne peut rien se passer de catastrophique avant le 31 décembre 2099. Réfléchissez-y bien, c'est exactement ça qui se passe. Donc le grand public s'imagine que ce truc-là, c'est éventuellement un problème pour... c'est loin, même avec les lunettes à flelou. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important à garder en mémoire. Alors ça peut paraître idiot, moi il m'a fallu un certain temps pour m'en rendre compte que le simple fait, encore une fois, de donner toujours les simulations jusqu'à l'échéance, accrédite de ce seul fait l'idée que vous n'avez pas de catastrophe avant. Qui bien évidemment est à mon avis quelque chose de complètement faux. Et pour s'en convaincre, ça c'est aussi quelque chose que vous connaissez sûrement, il suffit de se rappeler que le delta de température moyenne entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui, c'est juste 5 degrés de moyenne planétaire, et c'est quelque chose qui a mis 10 000 ans le réchauffement qui a permis de passer du dernier maximum glaciaire à aujourd'hui s'est effectué en 10 000 ans, en changeant de manière absolument massive la géographie planétaire et les conditions de vie sur Terre. Donc mon sentiment, c'est que le même genre de transition appliquée à une humanité sédentaire de 7 milliards de bonshommes, parce que là il y avait 5 millions de sédentaires, 7 milliards de bonshommes en un siècle, ça se termine en bain de sang. C'est mon sentiment. C'est-à-dire que le déplacement des conditions favorables ira considérablement trop vite pour que des sociétés sédentaires et repues s'adaptent à ce genre de changement dans la joie et la bonne humeur. Donc ça se terminera en pugilat. Donc quand on donne le prix Nobel de la paix au GIEC, je pense qu'on ne fait pas d'erreur de casting. Il s'agit vraiment de ça. Bon, quelques petits trucs que vous connaissez aussi, ça ne chauffera pas de la même manière partout, je vais aller vite. Ça chauffera pas. Alors un truc aussi sur lequel moi j'aime beaucoup insister, c'est que le cycle de l'eau, qui est plus déterminant pour les écosystèmes installés que la variation de température en général, va aussi subir des modifications. Alors ça, je le dis juste pour rappeler que la presse parle toujours de la température et très peu de la modification du cycle de l'eau, alors que le facteur limitant pour une bonne partie des bestioles et des plantes, c'est ça, beaucoup plus que la température. Et il faut presque aller encore un cran au-delà, parce qu'il y a une bonne partie des plantes pour lesquelles ce qui va vraiment compter, c'est moins l'eau qui tombe que l'eau qui reste dans le sol. Donc en fait, c'est l'évolution de l'humidité des sols qui est le truc qui peut aussi être limitant. Alors là, vous voyez par exemple que tout le pourtour du bassin méditerranéen verrait les sols s'assécher
verrait les précipitations diminuer en toute saison. Donc l'Union pour la Méditerranée, on a au moins un thème à lui trouver, c'est de combattre la sécheresse. Et ça va nous convaincre, et ça va nous concerner, nous aussi. Nous aussi. Voilà, après, il y a des tas d'autres trucs qui vont arriver, avec évidemment des ampleurs qui sont scénario dépendantes. Il va se passer des choses sur les écosystèmes installés, il va se passer des choses sur les agents pathogènes. Plus on chauffe le bouillon de culture et plus les petites bestioles aiment. Il va se passer des choses sur le niveau de l'océan, avec là aussi des discontinuités qui pourraient se produire et qui sont mal, mais des discontinuités à la hausse. Il va y avoir une élévation des températures, c'est évident, et retenez que si la température planétaire s'élève de 3 degrés, on a en Europe un été 2003 qui devient un été à peu près normal. À peu près normal, ça veut dire qu'un été sur deux est plus chaud, hein, c'est le sommet de la Gaussienne. Hein. Il va se passer des choses sur la modification de la dérive nord-atlantique, là aussi mal évaluée. Il va se passer des choses sur les phénomènes de convection violente qui restituent de l'énergie du sol vers l'atmosphère, donc notamment tout ce qui est tornade, orage, ouragan, etc. Quand je dis il va se passer des choses, personne ne sait exactement ce qui peut se passer, parce que vous avez affaire là à des modèles qui sont sous la maille, donc bon, les gens bon. Mais en gros, ça paraît logique que toutes les manifestations de restitution d'énergie du sol vers l'atmosphère s'intensifient quand vous modifiez le delta de température entre le sol et l'atmosphère. C'est un truc qui ne heurte pas tellement le bon sens. Après, on va continuer à avoir des problèmes aussi avec les calottes glaciaires. Alors celle du Groenland est probablement déjà en train de se désagréger, et celle de l'Antarctique de l'Ouest pourrait suivre également. Il va y avoir une acidification de l'océan, ce qui va poser des problèmes à toutes les bestioles qui synthétisent du calcaire. Et enfin, vous pourriez avoir relargage dans l'atmosphère de carbone qui est temporairement stocké aujourd'hui dans les écosystèmes terrestres, voire de carbone qui a été stocké il y a très longtemps et sous d'autres formes dans le sol gelé en permanence des hautes latitudes, soit sous forme de carbone brut, Philippe Siey, pour ceux qui le connaissent, vous en parlerez mieux que moi, soit sous forme d'hydrate de méthane, c'est-à-dire de cristaux mixtes. Donc voilà, la liste des plaisanteries possibles est longue, et c'est surtout ça, moi, que je retiens. C'est-à-dire que quand on est en train de faire c'est pas à vous que je vais apprendre ça, quand on fait une expérience grandeur nature sur un système complexe et multidéterminé qu'on n'a jamais approché autrement qu'en équation simple, la probabilité pour qu'on ait tout vu venir à l'avance est à peu près nulle. Hein. Donc il va se passer des choses qu'on n'aura pas vu venir à l'avance. Un truc qu'on ne voit pas venir à l'avance, c'est une surprise, et une surprise, c'est un truc auquel on ne sait pas s'adapter. Alors si elle est bonne, tant mieux, si elle est mauvaise, tant pis. Hein. Et si je remets en perspective les deux problèmes dont je viens de vous parler, voilà comment va évoluer la consommation de combustibles fossiles, donc les émissions de CO2. Dans tous les cas de figure, il va y avoir maximum puis déclin, à cause de mes foutues intégrales. Et ce n'est pas au moment où je passe le maximum des émissions que je stabilise le thermostat, c'est-à-dire que je stabilise la quantité de CO2, le stock atmosphérique de CO2. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut revenir à la moitié, au tiers, et puis après il faut continuer à descendre du reste. Alors en démocratie, il va falloir expliquer aux gens qui votent qu'au moment où on fait des efforts, la situation, le premier paramètre observable, qui est la quantité de CO2 dans l'atmosphère, continue de monter. Donc vous allez avoir du boulot. Ensuite, il va falloir leur expliquer qu'alors qu'on fait des efforts, la température continue de monter, donc on va aussi avoir du boulot. Et enfin, il va falloir leur expliquer qu'au moment où on fait des efforts, la dérive océanique continue d'augmenter, donc on va avoir encore plus de boulot. Alors maintenant, si ça, c'est le fruit de la limitation du stock et non pas de notre volonté, ça ne veut pas dire qu'on a un problème qui en a évacué un autre, ça veut dire qu'on a deux emmerdements sur les bras au même moment, c'est-à-dire à la fois la diminution de l'énergie pas chère et facile d'emploi, c'est-à-dire ce qui permet de modifier l'environnement à notre profit, et une augmentation du problème environnemental à gérer. Bonjour l'ambiance, ça risque de ne pas être très sympathique pour ceux qui devront gérer ça. Et ceux qui devront gérer ça, les plus jeunes dans la salle en font probablement partie. Donc, ce n'est pas un problème, encore une fois, qui est pour dans des lustres. Alors, si on veut le régler, ce problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, voilà à quoi ressemblent les émissions de carbone par personne et par an à la surface de la planète. Vous constatez bien évidemment une très grande disparité selon que vous êtes dans un pays dit riche ou dans un pays dit pauvre. Je vous rappelle que même un Indien, il a déjà, selon la manière dont vous allez faire le calcul, entre 10 et 30 esclaves énergétiques par personne à sa disposition. Hein. Donc encore une fois, rappelez-vous que la pauvreté, ça n'est que la partie gauche de la distribution de revenus. Hein. Pour supprimer la pauvreté, il faut avoir d'Irak, pas d'autre solution. Tant que vous avez une gaussienne dans votre courbe de répartition des revenus, vous avez de la pauvreté par définition. Par définition. Puisque c'est toute la partie de la courbe qui est en dessous d'un certain pourcentage de la valeur médiane. D'accord ? Donc supprimer la pauvreté, c'est un non-sens mathématique. Réduire les inégalités, ça c'est possible. Réduire l'écart type. Supprimer la pauvreté, c'est mathématiquement impossible, sauf à avoir un Dirac. Impossible sinon.
Donc, j'en reviens à ce que je disais. Non, je vous dis ça parce que, encore une fois, il y a des notions pour lesquelles on considère qu'on comprend ce que ça veut dire, alors qu'en fait, on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. Là, c'est pareil. Moi, j'ai vécu jusqu'à 40 ans et quelques sans savoir ce que c'était que la définition de la pauvreté. Quand vous regardez ce que c'est comme définition, vous vous rendez compte qu'il y a des affirmations qui ne tiennent pas la route. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre dans un monde plus juste. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Alors, je reviens à ce que je disais. Donc ici, vous avez votre répartition des émissions de carbone. Et le trait horizontal rouge, c'est l'allocation à laquelle nous avons droit, chacun d'entre nous, dans un monde qui n'aurait pas vu sa population croître et dans lequel on aurait divisé les émissions mondiales de CO2 par 2. Et si on fait une division par 3 et qu'on fait croître la population, on est au trait bleu. Donc le monde du développement durable se balade quelque part entre les émissions actuelles d'un Indien et les émissions actuelles d'un Brésilien. C'est ça notre objectif. Il faut que, aussi vite que possible, les émissions moyennes d'un Français reviennent au niveau actuel des émissions d'un Indien ou d'un Brésilien. Ne pensez pas une seconde que ces gens-là vont pouvoir monter jusqu'au niveau des émissions moyennes qu'on a ici, la boîte implose avant. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je peux le répéter une troisième fois. Ça n'arrivera pas. En France, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à se contenter de 60 esclaves énergétiques par personne. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas fait une division par 4 dans cette histoire, puisqu'il s'agit du facteur 4 là? Parce que j'ai 30 esclaves énergétiques qui viennent du nucléaire et de l'hydraulique, ceux-là je me les garde, ils ne font pas de CO2. Et les 120 qui restent, j'étais à 150 au début, les 120 qui restent, je les divise par 4, ça m'en fait 30. Donc j'avais 30 sans CO2, plus 30 avec CO2, ça m'en fait 60. Hein. Si je veux à l'occasion me débarrasser aussi du nucléaire, j'en ai plus que 30. Question de choix. Alors, ce quota, et là vous allez voir que même vous, vous êtes over quota, avec quoi est-ce qu'il est atteint? Il est atteint dès que vous montez dans un avion. Je crois savoir que les chercheurs montent de temps en temps dans un avion. Dès que vous avez utilisé quelques milliers de kilowattheures pour faire une expérience, par exemple, parce que pour avoir fait le bilan carbone du CEA à Saclay, je sais que certaines expériences consomment des quantités d'électricité non négligeables. Dès que vous avez acheté un microscope électronique, alors là, ça, même pas la peine d'en parler, vous avez complètement explosé votre quota, mais quand vous avez acheté un ordinateur et demi, vous avez aussi explosé votre quota. Hein. Pour faire ça, vous émettez à peu près 300 kg de carbone. C'est toute l'électricité faite au combustible fossile dans les pays dans lesquels vous fabriquez les semi-conducteurs. C'est toute l'énergie consommée pour faire la chimie de spécialité et la chimie de base, enfin dans l'autre sens plutôt, qui vont permettre de faire les composants de l'ordinateur. C'est toute l'énergie qu'on a dépensée pour fabriquer les usines, transporter les pièces, etc., etc. Donc ça, c'est 300 kg de combustible fossile. Donc la civilisation Internet dématérialisée, je refais référence à Zazie, et vous savez ce qu'elle disait, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Vous construisez 4 mètres carrés de logement, vous avez épuisé votre quota. Vous chauffez un bout de maison pendant un mois, vous avez épuisé votre quota. Et vous venez travailler ici toute l'année en voiture, vous avez épuisé votre quota. Quand je dis vous avez épuisé votre quota, ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus droit à rien de tout ça. Donc vous devez trouver quelqu'un qui n'a même pas fait ça et lui acheter le bout de quota qui lui reste pour avoir le droit de vous chauffer ou d'acheter un peu d'électricité ou d'acheter une chaise, ou etc. Les jeunes dans cette salle vont se dire « ce mec-là est insupportable parce que ça, c'est le monde dans lequel je vis et il n'est pas question de me le supprimer ». Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un coupeur de tête par vocation. Par contre, je constate simplement que tous ces trucs-là sont extrêmement récents. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas une chambre à coucher par enfant, il n'y avait pas l'avion démocratique, il n'y avait pas la voiture démocratique, il n'y avait pas les supermarchés démocratiques et il n'y avait pas le chauffage central dans toutes les maisons. Et il n'y avait pas l'électricité dans toutes les maisons non plus. Respectable Jean Jouzel, que vous connaissez tous sûrement dans cette salle, est né dans une ferme à Janzé, il a 60 ans, il est né dans une ferme à Janzé en Bretagne, il n'y avait pas le chauffage central, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait évidemment pas de voiture, etc. D'accord? Et il a 60 ans. Donc, tous ces trucs-là qu'on considère aujourd'hui comme acquis pour l'éternité sont extrêmement récents et extrêmement fragiles dans le contexte énergétique dans lequel nous vivons. Et il est assez vraisemblable que ça ne va pas tenir à l'avenir, même si on fait des efforts considérables sur le reste des énergies, et on y vient. C'est avec ça 3 petites additions que je vais conclure, ou 3 petites multiplications. On va utiliser, c'est la règle de 3 qui tue pour moi. On dit que les émissions, je les rends égales aux émissions de CO2, sur quoi on devrait être d'accord, et après je les divise et je les multiplie par la consommation énergétique mondiale, le PIB mondial et la population mondiale. Ce qui me permet de dire que mes émissions de gaz carbonique sont égales à ça qui est le contenu en gaz carbonique de l'énergie, ça qui est l'intensité énergétique de l'économie, ça qui est le PIB par personne, ce qui, à peu de choses près, est le pouvoir d'achat par personne, et ça, c'est la population.
Je dis également que si je mets ce terme-là sous contrainte, ce que j'ai envie de faire, eh ben, je dois pouvoir retrouver ma contrainte dans la manière dont ces termes-là vont évoluer. Alors, je commence à mettre le terme de gauche sous contrainte et je dis que je veux le diviser par 2 à zap. Et je dis même du reste que, à cause de mes fichues intégrales bornées, de toute façon, viendra un moment où ça arrivera, et où forever, les émissions de CO2 de l'humanité seront inférieures à la moitié de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est juste une question de temps. Alors après, je vais aller voir l'Institut national d'études démographiques, où il y a des collègues à vous, et je vais leur demander, est-ce que la population mondiale va être divisée par 2 dans les 41 ans qui viennent? Et ils m'expliquent que, sauf grippe aviaire ou autre plaisanterie de ce genre, non, ce qu'ils voient, c'est qu'on va gagner, on va monter à 9 milliards, donc on va gagner 35% entre maintenant et 2050. Donc si là, je dois diviser par 2 et que là, je commence par multiplier par 1,35, c'est que j'ai du chemin à faire sur le reste. Alors, le chemin à faire sur le reste est en gros une division par 2 quelque chose. Donc, je vais voir M. Attali et je lui demande s'il envisage de diviser le PIB par personne par 2, quelque chose. Et Attali m'explique que non. Cela étant, un quart d'heure après, il pourrait m'expliquer que oui, lui, ça ne le dérange pas. Et que je l'ai vécu personnellement, donc je raconterai l'anecdote après si ça vous amuse. Donc, 2% de croissance par an, bah, vous êtes comme moi champion des intérêts composés, même si vous n'êtes pas banquier. Ça vous fait 1,02 à la puissance 41, ça vous fait une multiplication par un petit facteur 2,5 à l'échéance. D'accord ? Donc là, j'ai multiplié par 1,3 et là par 2,5, ce qui veut dire que si je dois ici diviser par 2, ben, tout l'effort est apporté sur ce que j'appelle ici Magic Technique. Magic Technique, c'est pas trop les gens comme vous, c'est plutôt les gens qui viennent après, c'est-à-dire les ingénieurs. Donc vous avez 2 catégories dans Magic Technique. Vous avez les ingénieurs qui vous savent faire des cafetières, essentielles comme vous avez compris, plus efficaces. Donc j'achète la même cafetière qui a été fabriquée avec moins d'énergie et qui va consommer moins d'énergie. Alors en fait avec Nespresso c'est faux, je vous le dis tout de suite, c'est l'inverse. Mais partout, tous les usages consomment de plus en plus d'énergie dans un monde dans lequel le prix réel de l'énergie baisse, partout. Et ici c'est la deuxième catégorie d'ingénieurs qui font Magic Technique, c'est ceux qui vont me faire de l'énergie finale avec le moins de CO2 possible. D'accord ? Donc ils vont me remplacer mes centrales à charbon par des centrales nucléaires et des éoliennes, ils vont me remplacer mes centrales à charbon par des centrales à gaz, ils vont me remplacer mes centrales à charbon par des centrales à charbon avec capture et séquestration, etc. C'est ça qu'ils vont me faire. Alors je convoque la première catégorie d'ingénieurs et je leur demande ce qu'ils fichent, et ils me disent, bah monsieur, depuis 35 ans, on a réussi à gagner 30%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire $1 de PIB, il faut consommer 30% d'énergie en moins qu'il y a 35 ans. Alors je dis, ça c'est vachement bien, et je considère qu'un point par an en ordre de grandeur, faites-moi grâce de la composition des intérêts, je prolonge et je dis qu'on va gagner 40% sur les 40 ans qui viennent. Là, on a eu 2 chocs pétroliers, on a fait beaucoup plus d'efforts que ceux qu'on a fait les années qui viennent de s'écouler. Donc on en a fait des efforts sur les économies. Donc je fais une prolongation d'un truc un peu ambitieux. Et à ce moment, je me rends compte que sur les 40 ans qui viennent, il faut diviser par 4 le contenu en gaz carbonique de l'énergie, dans un contexte dans lequel je multiplie par 2 l'approvisionnement énergétique primaire de la planète, alors que de par le passé, ce que j'ai réussi, enfin ce que ma confrérie a réussi à faire de mieux, c'est de gagner 10% sur 35 ans, ce dans quoi vous allez trouver la mise en service des barrages, la mise en service des centrales nucléaires et les 3 trombones qui sont les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Donc, il faut passer de 10% en 35 ans à 75% en 41 ans, c'est-à-dire que l'évolution qui était celle-ci doit devenir celle-là. Alors la partie du bas, c'est hachement facile. On va en discuter, c'est hachement facile. Il suffit de monter les prix. Aucun problème. C'est le but du jeu de la taxe carbone qui va être discuté dans 15 jours ou 3 semaines sous l'égide de Michel Rocard. Et par contre, ça, alors là, accrochez-vous. Accrochez-vous parce que si vous voulez faire ça sur les renouvelables, voilà la situation de départ sur les renouvelables. Alors les renouvelables, retenez une règle simple, il y en a d'autant moins sur la planète que le journal français en parle plus. Assez bonne approximation. Si vous voulez énoncer ça de manière plus rigoureuse, leur importance dans le bilan énergétique mondial est inversement proportionnelle à leur pagination dans le journal français. Si vous demandez aux Français, ce que j'ai vu dans un sondage dans Les Échos, excellent journal au demeurant il n'y a pas très longtemps, c'est quoi les énergies renouvelables pour vous? 2 tiers des Français vous disent c'est les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Bah non, les énergies renouvelables dans le monde, c'est le bois et c'est l'hydroélectricité. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que les pays dans lesquels vous avez beaucoup d'énergie renouvelable, aujourd'hui, ce n'est pas des pays dans lesquels les dirigeants politiques sont plus éclairés que les autres, c'est des pays dans lesquels la superficie forestière et la superficie montagneuse, par tête de pipe, sont plus élevées qu'ailleurs. Donc vous allez trouver beaucoup d'énergie renouvelable dans les pays nordiques, plein de forêts, plein de montagnes, encore un peu en Suisse et en France, pas mal de montagnes, pas mal de forêts, puis vous allez au Danemark, c'est tout plat, il n'y a pas de forêt.
Ils ont beau mettre des éoliennes partout, ça fait quelques pourcents d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du Danemark. Ça fait 13% dans l'électricité, parce qu'ils en exportent une partie, si en circuit fermé ça ne tiendrait pas, et dans le reste ils n'ont rien. Donc ça fait quelques pourcents. Hein. J'ai rien contre les Danois, qui sont par ailleurs des gens charmants. Je suis juste en train de rappeler que les ordres de grandeur sont là, et que les ordres de grandeur, c'est que les deux énergies qui comptent aujourd'hui, c'est le bois et l'hydroélectricité. Alors, je dis que je veux faire 4% par an. En 50 ans, tout à l'heure j'avais pris 41, c'est pas grave, les ordres de grandeur restent valables. Ça va me faire 4% par an. Alors question, est-ce que je peux mettre en culture énergétique l'équivalent de la totalité de la superficie forestière mondiale? Je ne sais pas si vous avez envie de postuler comme chef de projet pour faire ça. Moi, pas sûr. Est-ce que dans le même temps, vous pouvez multiplier par 7 le nombre de retenues sur Terre? Quand vous allez demander aux spécialistes de l'hydroélectricité, ils vous disent par 3 je veux bien, par 7 j'ai du mal, et le barrage des 3 gorges, est-ce que c'est vachement écolo? On va avoir un grand débat. Hein. Est-ce qu'on va réussir à faire passer les biocarburants de 30 millions de tonnes équivalent pétrole à 7000, ce qui correspond à une situation dans laquelle vous doublez ou triplez le parc de voitures dans le monde avec tout le monde qui roule au biocarburant? N'y comptez pas une seconde. Il n'y aura pas de biocarburant pour tout le monde. Il n'y en aura même pour personne. Des biocarburants, il y en aura pour faire les cultures et pour faire avancer les avions de chasse. Ça, je veux bien. Le reste, alors là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est même pas la peine d'y compter. Vous transformeriez aujourd'hui, alors quand je dis il n'y aura rien, c'est il n'y aura rien à 9 milliards de bonshommes voulant tous rouler dans une voiture d'une tonne de poids, et dans les 30 ans qui viennent. Je précise un peu mon affirmation. Hein. Mais si on ne divise pas par 10 préalablement le parc de voitures dans le monde en divisant également le poids de chaque voiture par 3, c'est même pas la peine d'en parler des biocarburants. Hein. Aujourd'hui, vous convertiriez la totalité de la production céréalière mondiale en biocarburants, que ça vous ferait le quart du pétrole que l'humanité consomme. Forget it. Est-ce que l'éolien, qui fait aujourd'hui 20 millions de tonnes équivalent pétrole dans un monde qui en consomme 12 000, va nous tirer d'affaire dans les 20 ou 30 ans qui viennent? Non. Vous pouvez mettre tous les milliards que vous voulez dans l'éolien demain matin, et M. Borloo peut faire des grands sauts en disant que c'est un truc génial, ça ne changera strictement rien à l'évolution du monde et de nos misérables existences dans les 30 ans qui viennent. Rien. Ça changera un peu la vie des fabricants d'éoliennes, ça changera un peu la vie, tant qu'il y en a, des gens qui installent des éoliennes dans leurs champs et qui permettent à leur mère de toucher de la taxe professionnelle. Je dis tant qu'il y en a parce qu'il est question de la supprimer, la taxe. Maintenant, quand vous demandez aux élus locaux si pour 2 fois le montant de la taxe, ils prendraient un abattoir à cochons plutôt que l'éolienne, ils vous disent tous oui, hein. Fais le test. Mais c'est normal, ça ne me gêne pas. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, tout l'argent qu'on met dans l'éolien, on ferait bien mieux de le mettre. Il y a des tas d'autres trucs où on ferait mieux de le mettre, à commencer par financer gratos de la capture et séquestration chez les Chinois. Ça serait vachement mieux à la fois pour les emplois français et pour votre avenir climatique et le mien. Hein. Et c'est pareil, est-ce que le photovoltaïque, qui aujourd'hui est essentiellement une machine à capter des subventions avec 15% de taux de rendement sur capitaux investis, donc on aurait vraiment tort de se priver, est un truc qui va sauver la planète? Non. Mettons quelques milliards dans la recherche, alors ça je suis tout à fait pour franchir des sauts qui sont encore à franchir, parce que tous les gens qui travaillent là-dedans le disent, ça ne sert à rien aujourd'hui de financer du kilowattheure à 50 centimes le tarif de rachat. On est en train de perdre notre temps. Et comme le journal fait un papier là-dessus, de même qu'il fait un papier là-dessus ou un papier sur une centrale à charbon, ça accrédite l'idée extrêmement délétère dans la population dans son ensemble qu'on est en train de répondre aux problèmes dans les bons ordres de grandeur. Or, comme on est dans une course contre la montre, ça c'est quelque chose qui est vraiment très grave. On aurait 50 ans devant nous, on s'en foutrait. On verrait que ça ne marche pas, on fera autre chose. Sauf que là, on ne les a pas. Est-ce qu'on peut recourir au nucléaire? Je imagine que c'est un vrai sujet de débat chez vous, alors je vais vous donner mes conclusions à moi. Ma conclusion à moi, c'est que la presse dit des bêtises dans beaucoup de domaines, y compris les conséquences sanitaires de ce truc-là. Que les déchets, ça ne m'empêche vraiment pas de dormir. Si c'est le seul truc que je lègue à mes enfants, je suis un père heureux. La question des réserves est déjà un point plus intéressant. L'uranium 235, il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut passer à autre chose assez rapidement si on veut faire du nucléaire de manière significative. Cela étant, si vous voulez faire plus 4% par an sur le nucléaire, là vous tombez sur des limites qui ne sont pas des limites de dangerosité ou de risque, qui sont des limites de disponibilité des capitaux, des compétences, des emplacements, des ceci, des cela. Donc je ne crois pas non plus que le nucléaire va nous tirer d'affaire de cette histoire. Ce que je crois, c'est que là où on en a et où il marche à peu près, ça serait dommage de s'en passer. Je pense qu'il y a un certain nombre d'endroits où on peut en rajouter plus sans que ça m'empêche de dormir, mais l'idée que c'est juste ça qui va nous tirer d'affaire est une idée à laquelle je ne souscris pas. Alors maintenant, je vous propose une autre équation de Kaya. On va un peu changer les termes. Vous voyez, ça, on divise toujours par 2. La population, on va considérer qu'on tue personne pour le moment, donc elle augmente toujours autant. Fin du PIB, qui croît. Donc le PIB est à croissance nulle. Sauf qu'aujourd'hui,
Le PIB mondial par personne est aux alentours de 8 000 $ par habitant et par an, et le vôtre est aux alentours de 30 000 $ par habitant et par an. Donc si j'égalise les conditions de vie sur Terre, je divise vos revenus par 5. On est d'accord? Vous irez vous expliquer avec les autres. C'est ça que je fais. À ce moment, si je suis en prolongation tendancielle sur l'efficacité énergétique, je peux me contenter de juste 25% sur le gain en CO2 par unité d'énergie. Et ça, je veux bien. D'accord? Ça, physiquement, pour moi, c'est un truc qui peut, à la rigueur, tenir la route. Mais vous voyez que ça veut dire que ce terme-là, dans les pays industrialisés actuels, il va faire quelque chose qui est à 180 degrés de ce que les lecteurs réclament aujourd'hui. Alors, comme je pense que de toute façon, c'est ça qui va se passer, pour partie, je fais partie des gens qui considèrent qu'il est urgent d'abandonner cet indicateur qui, comme je vous l'ai dit au début de mon exposé, ne représente plus rien. Et quand vous vous dotez d'un indicateur de progrès, ce n'est pas pour le voir descendre. Il y a un truc qui humainement ne se gère pas, c'est d'avoir un indicateur de progrès qui descend. Si l'indicateur de progrès pour vous, c'est le nombre de papiers publiés, que vous en aviez 50 l'année dernière, et puis que l'année prochaine, vous en aurez plus que 45 parce qu'on vous en a retiré 5, vous n'avez pas considéré que c'est significatif, enfin que c'est représentatif d'une évolution qui vous plaît. Donc, si vous vous dotez d'un indicateur du progrès, vous avez envie qu'il croisse. Comme celui-là, je pense qu'il va arrêter de croître pour des raisons physiques, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Et ce n'est pas une affaire d'idéologie, c'est une affaire de maintien de la stabilité sociale. C'est tout à fait différent. Parce que si on n'arrive pas à régler le problème de nous-mêmes, il y a des tas de solutions qui peuvent s'appliquer. Vous voyez, si on n'arrive pas, si on a vraiment la contrainte là et qu'on n'arrive pas à l'avoir là ou là, eh bien, vous avez des tas de trucs qui se chargeront très bien de réguler l'affaire sur le PIB par personne ou sur la taille de la population. Voilà, vous savez, on a énormément de solutions à notre disposition pour ce genre de choses. Donc, la solution existera. C'est juste que ou elle nous plaira, ou elle ne nous plaira pas, ou plus exactement, ou ça sera un peu d'effort, ou ça en sera de manière considérable. Et avant d'ouvrir les questions, quelques éléments juste sur le rôle des médias dans cette démocratie dans laquelle nous vivons, parce que l'essentiel des émetteurs et des consommateurs d'énergie aujourd'hui vivent dans des démocraties. Là, tout ce que je suis en train de vous cercler, c'est des démocraties dans le monde. Ça, c'est essentiellement des démocraties. Bon, vous avez la Birmanie, enfin Myanmar, qui n'en est pas tellement une. Ici, vous en avez une qui n'est pas... Mais l'essentiel des émissions mondiales se passe en démocratie. Et en démocratie, vous avez quelques règles du jeu qu'il est important de garder à l'esprit. La première, c'est que les gens votent, quel que soit leur niveau de connaissance préalable. C'est normal, ça fait partie des règles du jeu. Or, quand vous regardez comment les gens s'informent, vous vous rendez compte que le genre d'exercice auquel on est en train de se livrer en ce moment concerne une fraction minoritaire de l'électorat. Ce que je suis en train de faire là, si je le fais une fois par semaine, ce qui est à peu près mon rythme, si je le fais pendant 40 ans, et vous avez compris que ce n'est pas sûr que je vive aussi vieux, et que si on est à peu près 100 par conférence, qui est ma moyenne, là vous êtes un peu plus nombreux, mais il y a également des fois où les gens le sont un peu moins, eh bien à la fin de mon existence, j'aurai touché 200 000 personnes. Pour la France, il y a à peu près 30 millions d'électeurs. 200 000 personnes. 0,5%, même pas 0,3% de la population. Ridicule. Après, je peux faire un bouquin. On vous a dit que je m'étais essayé à l'exercice un certain nombre de fois. Et là aussi, je peux vous dire, alors c'est peut-être quelques dizaines de milliers de lecteurs que je vais avoir. Les derniers ont été vendus à 10-15 000 exemplaires. Et s'ils ont chacun 2 ou 3 lecteurs, mais il y en a aussi des gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'achètent et qui s'en servent pour caler d'autres livres. À ce moment, mais c'est très bien, ça fait du stock de carbone sur étagère. À ce moment, ça vous fait, vous voyez, vous êtes 1 à 2 ordres de grandeur en dessous du public qu'on peut toucher en faisant ce genre d'exercice. Et en plus, évidemment, vous avez un recouvrement très fort entre les deux. Après, on peut faire un site internet, j'en ai fait un aussi, on peut avoir quelques milliers de visiteurs par jour, vous pouvez faire le calcul sur l'année, sauf que ça recouvre les 2 publics précédents et qu'en plus là-dedans, c'est toujours les mêmes qui reviennent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 25 fois dans l'année. Donc là, on n'arrive pas à décoller de la centaine de milliers de personnes concernées. Si vous voulez décoller de la centaine de milliers de personnes concernées, il faut aller taper là-dedans. Donc en gros, vous êtes obligé de faire confiance à un relais qui s'appelle les journalistes et qui vont permettre à cette information qui est là, et que vous détenez vous, par exemple, sur la question du fonctionnement de la machine climatique, à cette population qui vote et qui se trouve là. Et encore, toute la population qui vote ne se trouve pas là, puisqu'il y a une partie des gens dans ce pays qui ne lisent jamais le moindre journal. Et quand ils vont sur Internet, c'est pour regarder YouTube. Donc vous avez une partie des gens qui votent, et tout ce qu'ils ont comme information, c'est ce que leur a raconté le voisin de la voisine du copain de machine qui lui a lu quelque chose. C'est tout. Et si vous avez joué au téléphone arabe dans votre jeunesse, vous vous rappelez ce que ça donne comme résultat. Alors le journal, c'est quoi? Le journal, c'est la quadrature du cercle, puisque vous avez ici, en gros, le dilemme dans lequel ils sont en permanence.
même quand ils sont de bonne volonté et même quand vous avez affaire à des gens compétents. Hein. Voilà, ils sont tout le temps là-dedans. Alors, pas de chance. L'environnement, c'est que des trucs très compliqués. On a parlé là de physique et de mathématiques, et encore à mon niveau, pas au vôtre. Donc, il y a des tas de trucs qui sont extrêmement compliqués, et eux, ils ne savent pas traiter le compliqué. Et les problèmes dont je viens de parler, heureusement que vous ne pouviez pas sortir sans être impoli, parce que sinon vous l'auriez fait. Donc, c'est monstrueux, mais quand vous êtes seul derrière votre écran de télévision, vous zappez. D'accord ? Sauf que les médias ne doivent pas faire fuir ceux qui leur amènent leur pognon. D'accord ? Parce que l'audience d'un média, c'est son pognon. C'est même son pognon quand il s'agit d'une chaîne publique, parce que son audience conditionne l'idée que le législateur se fait du nombre de bonhommes qui doivent travailler dedans, donc le budget. Donc vous êtes tenu par ce genre de choses. Alors pour vous montrer à quel point c'est de la quadrature du cercle, j'ai pris l'exemple du climat, mais l'énergie ça serait pareil. Allez, je prends le nombre de pages que j'ai vu citer dans le dernier rapport du GIEC. Donc je dis j'ai une matière première qui fait au moins 200 000, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas trop de recoupement. Donc il y avait au moins 200 000 pages de matière primaire, c'est-à-dire de littérature scientifique. Et à mon avis, Hervé Le Treut m'a dit qu'il pensait que c'était 3 ou 4 fois ça. Vous allez en faire un tome du rapport du GIEC, c'est-à-dire 800 pages. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un journaliste dans ce pays qui l'a lu in extenso, il n'y a pas un élu dans ce pays qui l'a lu in extenso, il n'y a pas un responsable économique dans ce pays qui l'a lu in extenso. Pas un. Pas un. Si vous me le trouvez, je vous paye 3 bouteilles de champagne, même 30. Oui, sauf que là, déjà, on est passé de 200 000 pages à 800, c'est-à-dire que c'est comme si on comprimait 100 heures de cours en 24 minutes. Et le résumé pour décideurs revient à comprimer ça en 36 secondes. Donc c'est imparfait. Par construction, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc tous les gens qui disent le résumé pour décideurs ne reflète pas telle nuance, évidemment, vous voulez faire autrement. Si vous voulez vous taper les nuances, vous vous engouffrez ça et vous y passez votre vie. Et quand vous allez passer à un article dans le journal, vous allez passer à une demi-page, une page dans les bons cas de figure, c'est-à-dire que vous aurez à résumer tout ça en 2 secondes. En gros, c'est passer de 100 heures de cours à 2 secondes. Imaginez que vous soyez journaliste dans cette salle, quoi que vous ayez pensé de ce que je vous ai raconté, la commande de votre rédac-chef, c'est d'en faire un quart de page dans le journal, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre quoi? Hein, je pourrais faire l'exercice de vous demander de rédiger un quart de page, je ramasse les copies à la fin et je regarde ce que... C'est évident que vous êtes dans une situation impossible. C'est impossible, totalement impossible. Hein. Alors là, je suis un peu caricatural. De temps en temps, vous avez des émissions de plateau. On n'est plus sur une demi-page dans le journal. On est sur un quart d'heure. Mais enfin, encore une fois, 100 heures de cours en un quart d'heure, ça reste un truc qui... hein, pas facile. Bon. Après, vous avez également un problème de sélection de l'information. Alors là aussi, je vais me livrer à un petit quiz. Qui a déjà lu dans le journal un article disant du mal des juges? Juste 3? Un article disant déjà du mal qui a déjà lu un article disant du mal des juges dans le journal? Non, je ne dis pas de tous. Qui a lu dans le journal un article disant du mal du fonctionnement du monde politique? Qui a lu dans le journal un article disant du mal sur la conscience professionnelle des chercheurs? Qui a déjà lu dans le journal un article vous expliquant les vices de fonctionnement structurel de la presse? Cinq, et je suis sûr que c'était ni dans Libération, ni dans Le Monde, ni aux 20h de TF1. Bon, donc, en gros, pour l'essentiel des gens qui s'informent, vous ne savez pas comment l'information arrive à vous. Vous ne le savez pas. Hein. Vous ne savez absolument pas pourquoi le rédac-chef a décidé de couvrir ceci plutôt que cela. Alors moi je le sais, c'est parce que les communiqués de presse qui sont arrivés ce matin parlaient d'un nombre restreint de sujets et qu'il a pioché dedans, et pas dans le reste. Quand vous rentrez, pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu affaire dans une rédaction de radio, le premier truc que vous trouvez à gauche en entrant sur le bureau, c'est une pile épaisse comme ça des quotidiens du jour, etc., etc. Donc en gros, c'est un truc qui tourne en circuit fermé et la sélection des informations n'est en rien liée à l'importance réelle des phénomènes dans le monde. Vous ne savez pas pourquoi on est allé interroger machin plutôt que truc. Alors ça aussi, moi je le sais, parce que machin était disponible et pas truc. Ou parce que machin était déjà dans le carnet d'adresse du journaliste et pas truc. Ou parce que, etc. Ça ne veut pas dire que machin soit mauvais. Ça veut juste dire que le processus de sélection n'est pas nécessairement lié à la compétence. Alors avec le temps, quand le journaliste connaît bien son sujet, etc., ça devient beaucoup moins vrai. Et encore, vous avez des journalistes qui ont leur tête et ils gardent leur tête. Vous ne savez pas non plus si la personne qui a causé pendant 3 quarts d'heure, ce qui va être restitué de ses propos, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'elle a dit ou si c'est totalement différent. Vous ne le savez pas. La majeure partie du temps, le journaliste fait honnêtement son travail, donc il veut vraiment restituer, mais de temps en temps, c'est un sujet neuf, donc il restitue de travers. Et de temps en temps, il a le mec dans le nez pour Dieu sait quelle raison, où il cherche à lui faire dire des trucs que l'autre n'a pas envie de dire, et à ce moment, il vous fait dire des trucs que vous ne pensez pas.
Vous ne savez pas si vous avez, c'est évident que les journalistes en ont, tous, on en a tous. Hein. Quand on cause 20 minutes devant une caméra et qu'il en passe 15 secondes au JT, vous ne savez pas pourquoi on a sélectionné ceci plutôt que cela. Vous savez pas. Et quand vous êtes interviewé dans le journal, vous ne savez pas si la personne interviewée a pu relire ses propos et valider ce qu'on lui fait dire ou pas, sachant qu'en plus le premier jet n'est jamais fait par la personne interviewée, c'est fait par la personne dont le nom suit propos recueillis par. Hein. Et cette personne envoie un draft et vous avez très exactement 1h30 pour le relire et le corriger quand c'est un quotidien. Donc c'est évident que vous ne rédigez pas tout, même si c'est un style qui ne vous ressemble pas. Et c'est évident que vous repêchez que les plus grosses conneries. Et en plus, comme on vous explique qu'il ne faut pas reprendre un caractère de plus, parce que sinon c'est de nouveau le même processus à l'arrivée. Vous savez ça. Donc voilà, donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'information qui parvient au grand public parvient au terme d'un processus qui, allez, on va dire dans bon nombre des cas, fonctionne à peu près correctement, sauf que le grand public ne sait pas faire la distinction entre ce qui a bien fonctionné et ce qui a mal fonctionné. En gros, lui, il ne sait pas quand est-ce que le processus a bien marché et quand est-ce qu'il a mal marché. Et enfin, je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas faire fuir le public est un truc important, parce que le public conditionne les recettes publicitaires pour ceux qui en ont, et les ventes au numéro pour ceux qui en ont. Donc le dernier truc dont vous avez envie dans un canard, c'est de faire fuir vos lecteurs. Et ça vous explique un certain nombre d'autres choses, dont par exemple le fait que Allègre continue à avoir des micros qui sont tendus vers lui, parce que la polémique est un truc qui fait vendre. Discutez avec n'importe quel rédac chef, il vous le dira. Donc ce qui fait l'audience médiatique d'Allègre n'est pas la question du fond, c'est la question de la forme. S'il n'y avait pas Allègre, il y aurait quelqu'un d'autre pour occuper sa place. Pas à cause d'Allègre, à cause de la manière dont le système fonctionne. Voilà, j'ai, comme d'habitude, menti dans les grandes largeurs, j'ai largement dépassé mon temps, mais vous aurez compris que le débat qui est posé à travers la contrainte carbone est de savoir si, avec l'évolution qu'on a suivie maintenant, on va faire ça, ce que les femmes dans la salle diront que les hommes font tous les jours à partir de 19h, ou si on va faire ça, c'est-à-dire rester là où on est arrivé, parce que le génie humain arrivera à préserver un niveau de confort matériel qui ressemble beaucoup à celui que nous avons aujourd'hui. Et vous comprenez donc que quand on parle de la contrainte carbone, on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique, en tout cas c'était mon ambition, c'était juste de vous faire comprendre qu'on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique, qu'on peut déléguer à quelqu'un dans un coin en lui disant de s'en occuper pendant que les autres ne s'en occupent pas, c'est pas vrai, c'est un truc qui nous concernera tous et qui va même piloter de manière extrêmement structurante les quelques dizaines d'années qui vont commencer à partir de maintenant, comme ça a piloté de manière extrêmement structurante ce qui s'est passé sur le dernier siècle et demi. Voilà, je suis désolé de vous avoir retenu pour l'heure du repas et je vous remercie.